Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vérifie, je pense que vous m'entendez bien dans la salle et vous m'entendez bien en ligne, donc c'est parfait. Je vais vous inviter à prendre place pour les personnes qui sont en présentiel et pour les personnes qui sont en ligne, c'est encore le temps d'aller chercher un petit thé pour finir cette journée. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet événement qui s'appelle Discrimination au travail, a-t-on oublié de lutter contre le racisme? On vous en dira un petit peu plus sur l'organisation de cet événement dans quelques instants, mais on a le plaisir d'être accueillis par Pernod Ricard. Et donc, pour lancer ces échanges, je vous propose d'accueillir Madame Hélène Lerèche, qui est DRH Europe du Sud chez Pernod Ricard et qui va lancer cet événement. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici chez Pernod Ricard, France. On est très heureux de vous accueillir, d'accueillir notre partenaire pour cette soirée, cette table ronde sur la lutte contre les discriminations et le racisme au travail. C'est un sujet sur lequel nous sommes engagés chez Pernod Ricard. Pernod Ricard, en quelques mots, c'est le leader des vins et spiritueux en France. Et en France, on est un peu plus de 3000 collaborateurs répartis sur toute la France avec des métiers très différents. Et évidemment, nous sommes confrontés à ces sujets de discrimination et de racisme. Et malheureusement, ce sujet de racisme, même si on a fait beaucoup de progrès, ça ne touche pas que quelques individus. Ça touche aussi notre culture d'entreprise, ça touche la performance, ça touche évidemment l'esprit de convivialité. Notre motto chez Pernod Ricard, c'est créateur de convivialité. C'est ce qu'on véhicule à travers nos produits. C'est ce qu'on vit aussi quand on est chez Pernod Ricard. Mais quand on est confronté à des sujets de discrimination, quelle qu'en soit la nature, on n'est plus du tout dans la convivialité. Donc, on a chez nous une de nos valeurs clés qui est le sens de l'éthique et être authentique et être fier de l'être, pardon. Et l'authenticité et la fierté d'être soi, c'est quelque chose qu'on essaye de porter très haut à notre agenda et de permettre à tous les collaborateurs et collaboratrices de Pernod Ricard de vivre chez nous. On a une politique diversité et inclusion. On a une directrice monde de la diversité et l'inclusion pour montrer aussi notre engagement sur le sujet. Ce n'est pas uniquement un sujet France, c'est un sujet qui concerne l'ensemble de nos filiales. Et évidemment, on travaille avec des partenaires et on espère bien que ce qu'on arrive à faire modestement chez nous, ça aura aussi des rayonnements à l'extérieur. On est engagé, notre politique est engagée sur 5 axes, le handicap, les origines sociales et culturelles, la mixité intergénérationnelle, la mixité femmes-hommes, évidemment, et puis l'engagement LGBT+. Concrètement, je voudrais juste partager quelques initiatives qu'on a mis en place chez nous. Au-delà du fait d'avoir une politique, on aime aussi avoir des actes concrets. On lance, là, c'était il y a quelques jours, un grand programme qui s'appelle Horizon, qui est un programme basé sur l'intelligence artificielle pour permettre à chacun de se développer, de développer sa carrière, de développer ses compétences, et en utilisant vraiment la data et l'intelligence artificielle, et donc en faisant vraiment abstraction de tous les biais que l'on pourrait rencontrer dans l'entreprise, quel qu'il soit. On a également un autodiagnostic pour justement se sensibiliser sur ces biais. Est-ce qu'on est ouvert ou pas? Est-ce qu'on est, sans le savoir, finalement, on fait de la discrimination sans même s'en apercevoir? Et cet autodiagnostic, on l'a lancé il y a quelques mois. C'est très facile, ça dure 20 minutes, c'est super ludique et intéressant. Et ça donne aussi des clés de comment changer son comportement assez facilement, ou en tout cas avoir une meilleure conscience de est-ce qu'on fait de la discrimination ou est-ce qu'on est inclusif ou pas. Et puis, on accompagne nos managers lors des phases de recrutement avec des formations pour être capable de recruter sans biais ou avec le moins de biais possible. Voilà quelques actions que je voulais partager avec vous, très concrètes. Et puis, alors, j'ai trouvé que vous aviez plein de littérature, c'est super. La FMD, là, vous avez apporté notamment un mode d'emploi, intégrer la diversité et l'inclusion dans le management avec des fiches pratiques. Je fais de la pub, que je sais que je t'ai retransmis. Honnêtement, ça a l'air super, j'ai feuilleté le truc, c'est super didactique. Donc, je me permets de le prendre avec moi. Voilà, et donc, merci pour tout le travail et votre engagement sur ce sujet, parce que on a évidemment
évidemment pas non plus complètement les moyens d'avoir des spécialistes en interne dans les entreprises. Et donc, la relation avec des partenaires qui sont vraiment spécialisés et qui connaissent sur le bout des doigts tous ces sujets et qui sont très engagés, parce que c'est aussi un sujet profond de conviction, c'est extrêmement important pour nous permettre d'avancer et de devenir meilleurs sur le sujet de l'inclusion et de la diversité. Merci et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour cette introduction. Je vais inviter nos intervenantes à me rejoindre alors je n'ai pas une scène, mais autour de cette table ronde. Le temps qu'on s'installe et surtout pour les personnes qui sont en ligne, on voulait vous préciser donc que, et pour les personnes en présentiel aussi d'ailleurs, les échanges sont enregistrés et feront l'objet d'un replay. Donc si jamais vous voulez revoir ces échanges-là, ça sera disponible très prochainement sur le site. Pour les personnes en ligne, vous n'avez normalement pas accès au chat, mais vous avez un onglet questions et réponses sur lequel vous pouvez poser les questions que vous voulez adresser à nos intervenantes. Donc n'hésitez pas, on aura un temps évidemment de questions à la fin de cette table ronde et c'est le cas aussi pour la salle. Donc prenez des notes et n'hésitez pas lors du temps dédié. La table ronde sera conclue par Adrien Bureau, qui est chargé de lutte contre les discriminations à la DILCRA, qui soutient cet événement. Donc, d'avance, Adrien, merci. Mais avant ça, on est ensemble jusqu'à presque 18h30 pour parler de racisme au travail. Et avant ça, on voulait revenir quand même sur, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui est la FMD, donc l'Association française des managers de la diversité. Nous sommes une association qui a été créée en 2007 et dont la mission est d'accompagner les employeurs dans la prévention des discriminations au travail. La particularité de la FMD aujourd'hui, c'est de réunir plus de 190 organisations réparties sur tout le territoire, que ce soit des grandes entreprises, des TPE, PME, des acteurs publics comme les ministères sociaux ou la ville de Paris, et qui ont pour point commun finalement de vouloir prévenir les discriminations au travail. Dans notre approche, nous sommes très attachés au lien entre la recherche scientifique et la pratique d'acteurs et d'experts sur le terrain. Ça donne lieu à nombre d'ouvrages dont Hélène a parlé en introduction, qui sont en accès libre et gratuit, puisque nous sommes une association d'intérêt général. Donc, je ne peux que vous encourager à aller sur notre site et à mobiliser ces ressources. Et je réalise que je ne me suis pas présentée. Enchantée, je suis Chloé Torcol, je suis chef de projet à la FMD et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde avec nos intervenantes ce soir. Cet événement s'inscrit aussi dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Vu qu'on aime bien les acronymes, ça fait série. C'est la 5e édition cette année et c'est un temps que nous co-organisons avec le MEDEF qui a pour but de montrer, de mettre en lumière toutes les initiatives, toutes les réflexions autour des sujets diversité-inclusion, mais aussi autour des sujets RSE. Donc, c'est peut-être comme ça que vous nous avez trouvés. On ne peut que vous inviter à aller sur le site de la série et à regarder ce qui est prévu sur les prochains jours au programme en allant sur le lien ou en scannant le QR code. C'est vraiment des temps très enrichissants qui sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à vous en saisir. Et avant de commencer les échanges sur cette thématique, on voulait aussi revenir sur pourquoi est-ce que c'était important pour nous de remettre ce sujet sur la table aujourd'hui, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'acquis. Il se trouve que un des récents rapports qui est sorti explique qu'on a vu une hausse des, alors je vais être très précise dans ce que je dis, des délits et des crimes racistes entre 2022 et 2023, et une déclaration du défenseur des droits qui accompagne cette publication pointe le fait que près de la moitié des réclamations qui sont faites dans le cadre de la sphère professionnelle, donc que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. En plus de ça, le contexte politique à l'issue de la dissolution de l'Assemblée nationale a quand même fait ressurgir un certain nombre de sujets dans notre société qui nous a aussi donné à voir qu'on était quand même sur des sujets qui pouvaient être vus comme clivants ou polarisants. Nous, du côté de chez nos membres, il y a eu un petit moment quand même de sidération au moment des résultats, où on a vu qu'il y avait quand même une montée de l'extrême droite, etc.
qui a été aussi corrobée par les témoignages qu'on a pu voir des recrudescences des violences, enfin des violences ou des comportements ou des propos racistes au travail. Et on s'est rendu compte finalement qu'un sujet qu'on avait parfois l'impression de prendre pour acquis, puisqu'on est sur ces concepts qu'on connaît quand même dans les domaines diversité et inclusion, de vivre ensemble par exemple, n'était peut-être pas si acquis que ça. Et on s'est demandé si on n'était pas passé à côté de quelque chose en matière de prévention contre le racisme au travail. Donc évidemment, cette table ronde n'a pas vocation à résoudre le problème en une heure, mais pour nous, ça reste quand même peut-être un nouveau point de départ, en toute modestie évidemment, pour relancer ces discussions et pour représenter aussi ce qui peut être fait à un niveau territorial dans les organisations. Et c'est les apports que vont vous présenter nos intervenantes aujourd'hui. Et avant de vous présenter nos intervenantes, le dernier point qu'on voulait faire, puisque c'est très important sur les sujets qu'on traite, d'être précis et de se mettre d'accord sur les termes qu'on utilise, c'était un retour sur justement ce qu'on mettait derrière ces termes-là, puisqu'on est susceptible de les utiliser pendant cette table ronde et que ce n'est pas forcément une évidence qu'on voulait mettre derrière. On voulait notamment revenir sur la notion de race qui est susceptible d'être utilisée et qui, chez nous, est vraiment à prendre sous le prisme de cette notion sociopolitique et pas du tout, et j'insiste, sous une perspective biologisante ou essentialisante. C'est une précision sur laquelle on s'attarde dans un de nos ouvrages qui est les discriminations liées à l'origine, que vous allez pouvoir retrouver sur le site. Et je me permets quand même de citer ce passage parce que je pense que les enjeux sont suffisamment grands pour se permettre d'être précis. Le concept de race est une réalité sociale qui ne relève ni de la biologie ni de la génétique, mais exclusivement de la sociopolitique. Donc il ne s'agit en aucun cas de faire une division biologique d'une prétendue race, évidemment. Donc ici, pour nous, on entend la race comme une construction sociale et le fruit d'un passé qui a posé une distinction et une hiérarchie entre différents groupes humains sur des critères d'apparence afin d'asseoir une domination politique. Donc j'insiste sur vraiment cet angle que nous prenons et qui, à mon sens, mérite d'être précisé. Le point de départ aussi de ces clarifications, c'était finalement le cadre légal qui va venir accompagner et structurer nombre des actions qui sont déployées par les employeurs aujourd'hui, qui comportent 26 critères de discrimination. On ne va évidemment pas tous les citer, mais ceux qui sont structurants pour nous aujourd'hui, c'est d'abord celui de l'origine, qu'on mobilise assez régulièrement, et celui de l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Donc c'est là aussi où on se dit, OK, ça vaut peut-être le coup de clarifier tout ça. C'est encore une fois dans notre ouvrage sur l'origine qui montre bien qu'en fait, derrière la notion d'origine, on a vraiment une polysémie du terme qui peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, c'est toujours intéressant de voir et de s'assurer qu'on met la même chose derrière tout ça. Donc, de cette façon-là, quand on va parler du sujet de la nation ou de la nationalité, pour nous, c'est quelque chose qui est compris vraiment comme un lien juridique qui relie un individu à un État par rapport à l'ethnie ou l'ethnicité qui, là, va plutôt relever des dimensions relationnelles au sein d'un groupe et donc avec ses membres. Et finalement, un des termes qu'on est susceptible d'utiliser pendant cette table ronde, c'est celle de personnes racisées. Là encore, il ne s'agit absolument pas de biologiser qui que ce soit, mais de parler de personnes qui sont susceptibles de subir du racisme parce qu'elles sont perçues comme non blanches. Et donc, on insiste vraiment sur la dimension de perception et la dimension sociale et interpersonnelle, et pas du tout sur quelque chose de biologique. Donc, j'espère que cet avant-propos est suffisamment clair. Encore une fois, ce sont des précisions que vous allez pouvoir retrouver dans nos ressources. Donc, sur ce sujet-là, nous en avons sur le racisme et la discrimination raciale, sur les discriminations liées à l'origine et sur des outils aussi qui sont des posters que vous allez pouvoir diffuser et imprimer comme vous le souhaitez sur les manifestations du racisme au travail et ses conséquences. Et maintenant, pour creuser ce sujet-là, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenantes ce soir. Donc, merci encore d'être avec nous, d'avoir accepté de répondre, pas du tout, d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Adja Mantou, tu es chargée de projet à l'AFMD
Donc, nous sommes collègues et j'ai hâte de t'entendre sur ces sujets-là. Camille Raka, tu es chef de mission plan métropolitain contre les discriminations à la métropole Aix-Marseille-Provence. Bonsoir. Bonsoir et ravie d'être là aussi. Et Myriam Remal, tu es Diversity and Engagement Manager à Keolis. Tout à fait, ravie d'être parmi vous aussi. Donc, l'idée de ces échanges, on le disait, ce n'est absolument pas de résoudre la question du racisme au travail, mais bien de faire un tour un peu un tour d'horizon finalement de comment est-ce qu'on peut penser ces sujets, où sont les enjeux et aussi comment lever les freins en fait qu'on peut être amené à rencontrer quand on veut traiter de ces sujets-là. La première question que je voulais vous poser, alors j'ai déjà un peu présenté la FMD, mais peut-être Camille et Myriam, c'était de revenir sur peut-être en quelques mots, nous parler de vos organisations respectives, du périmètre d'action et en quoi finalement est-ce que ce qu'on a pu voir en introduction, ça résonne chez vous et pourquoi vous êtes là aussi a priori ce soir. Myriam, est-ce que tu veux commencer? Bien sûr. Alors, Keolis, nous, on est opérateur de mobilité. On est présent un peu partout en France et dans le monde. Hein. C'est 68 000 collaborateurs et collaboratrices, donc plus de la moitié en France. Qu'est-ce que ça veut dire opérateur de mobilité partagée? C'est voilà, des conducteurs et des conductrices de bus, de métro, de tram, un peu partout en France. Et des personnes qui font de la maintenance sur ces matériels, et aussi des managers qui les supervisent, qui font leur planning, etc. Donc très concrètement, c'est ça. Pour nous, voilà, les personnes qui travaillent avec nous, pour nous, elles sont le reflet en fait des territoires qu'elles desservent. Donc forcément, c'est naturel en fait d'avoir cette discussion sur la diversité qui englobe l'égalité femmes-hommes et puis d'autres critères comme le handicap, etc. Donc voilà, ça résonnait tout à fait en moi dans ce contexte-là, mais aussi plus globalement sur nos enjeux, de discuter de ces thématiques. Voilà. Je t'en prie. Oui, donc moi je suis en charge du plan métropolitain de lutte contre les discriminations de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc la métropole qui est une collectivité finalement assez récente puisque jusque-là il y avait différentes communautés d'agglomération, communautés de communes, donc elle a été réunie je crois depuis 2017 et avec une gouvernance vraiment unifiée depuis un an ou deux. Et donc sur le plan métropolitain contre les discriminations, donc il n'intervient pas que sur les questions, il intervient sur l'ensemble des discriminations et sur l'ensemble des critères de discrimination. On a, en gros, on a un volet d'un axe de travail interne, de sensibilisation des ressources humaines, des agents, et un travail sur l'engagement des agents, donc qui peut passer aussi par accueillir des stagiaires des quartiers prioritaires ou des actions de mentorat qu'on essaye de développer maintenant pour qu'il y ait des agents qui soient mentors de personnes dans les quartiers prioritaires et dans leur accompagnement, donc sur le côté plutôt sur l'inclusion en fait de ces personnes-là. On a un volet métropole ressources et là on vient un petit peu pardon, hein, au début c'est un peu dur, ça va aller, en complément des différents plans municipaux ou intercommunaux qui sont portés déjà par les communes, les plans contre les discriminations. Il y a déjà des actions qui se faisaient, qui étaient portées par les collectivités. Et donc là, l'idée, c'est que le plan métropolitain, il vienne proposer des ressources supplémentaires, donc surtout dans le domaine, je dirais, plutôt de la sensibilisation. Donc sensibilisation des acteurs, sensibilisation des habitants, sensibilisation d'associations, donc nous on soutient en fait surtout des associations qui font ces interventions-là. Et puis on a un volet plutôt puisqu'on a une compétence sur le développement économique, donc plutôt la métropole inclusive, et là on cherche à développer nos relations avec le monde de l'entreprise et notamment sur les questions de sensibilisation sur les discriminations. Et
voilà, c'est aussi un axe de développement, mais on a aussi des rencontres, on essaie d'organiser des gros temps, il y a eu quelque chose qui s'appelle la régate des possibles, donc aussi de permettre, c'était sous une forme de régate, mais de permettre lors d'événements un peu particuliers à ce que des personnes des quartiers prioritaires en recherche d'emploi et donc potentiellement victimes de discrimination puissent rencontrer des employeurs lors d'une régate et du coup aussi d'avoir une autre approche, une autre façon de se rencontrer. Et après, voilà, nous, juste pour resituer un petit peu, c'est vrai que à la fois, je dis, on est sur plutôt multicritères, mais en même temps, on est une politique publique, en tout cas sur les discriminations, qui est portée par le contrat de ville, par la politique de la ville, donc qui est une politique pour lutter contre les inégalités territoriales et qui interviennent dans les quartiers prioritaires de la ville, donc qui sont plutôt les quartiers populaires. Et donc, nous, quand même, on constate que s'il y a une discrimination qui est importante, la question de la discrimination ethno-raciale ou des discriminations liées à l'origine, elle est super importante et ça reste quand même un axe d'intervention prioritaire. Quand on se place, en tout cas du point de vue des habitants des quartiers, c'est cette discrimination qui ressort comme essentielle. Et c'est vrai que nous, alors des fois on dit ethno-racial, des fois lié à l'origine, parce qu'à l'origine, ça permet aussi d'aborder les questions, l'origine du lieu d'habitation, parce que c'est souvent un critère de discrimination, l'origine ethnique, on va dire en tout cas réelle ou supposée, et puis l'origine aussi, la question de la religion, parce que c'est aussi, les questions de discrimination religieuse sont aussi importantes pour ces habitants-là. Voilà, mais après, je pense qu'on reviendra lors des échanges. Ouais, et puis merci en fait, faire ces précisions parce que ce qui est assez intéressant dans ce sujet-là, c'est de voir que c'est pas quelque chose qui est unidimensionnel en fait, où on va avoir vraiment des choses ou des mécanismes des fois d'oppression, d'inégalité qui interviennent à différents endroits, mais qui pour autant peuvent à chaque fois être constitutifs des expériences racistes que subissent les personnes. À ce sujet-là, d'ailleurs, Adjamantou, est-ce que peut-être tu peux revenir pour nous sur finalement à quoi ça ressemble le racisme au travail? C'est comment on sait qu'on vit du racisme au travail ou qu'on est témoin de situations racistes au travail? Alors, je pense que ce qu'il est important de noter, c'est que les manifestations du racisme au travail, du coup, sont variées et extrêmement nombreuses. Donc, ça peut aller d'un propos, d'un comportement ou de blagues, entre guillemets, qui sont à caractère raciste, ou carrément de discrimination dans différents parcours de carrière, c'est-à-dire, par exemple, au moment de l'embauche ou tout au long de la carrière. Je pense que ce qui est important à souligner, c'est que ces propos, ces comportements, ces blagues, ces discriminations sont souvent en lien avec des stéréotypes qui sont des stéréotypes racistes. Quand on parle de genre, on va parler de stéréotypes de genre. Quand on parle des questions de racisme, on parle peu de ces stéréotypes-là. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple de propos ou de comportements qui sont racistes, on peut souvent les rattacher à un imaginaire, en fait, qui va malheureusement enfermer les personnes dans des stéréotypes et qui vont essentialiser ces propos et ces comportements à un groupe de personnes. Donc, pour donner des exemples, même si c'est souvent des exemples malheureux et qu'on n'a pas envie de les entendre, mais c'est une réalité, on en parle par exemple dans notre livre, on a une personne qui arrive au travail et qui, à chaque fois, en arrivant, son équipe va faire des saluts nazis. Donc ça, ce sont par exemple des comportements racistes. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter pourquoi. Et ça crée en fait autour de la personne une atmosphère qui va être menaçante, humiliante au quotidien. Et donc, on arrivera après sur les questions des conséquences. On a aussi, par exemple, des comportements comme passer la main dans les cheveux d'une personne sans son consentement. Là, on a une personne qui on a un stéréotype raciste qui va être en fait que les corps sont à disposition. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas, il y a des personnes qu'on a le droit de toucher. Ce genre de stéréotype est très important à rattacher en fait au comportement et aux propos parce que ça permet de comprendre leur nature et ça permet de comprendre surtout ce à quoi on doit s'attaquer, c'est-à-dire les imaginaires, les stéréotypes en cours. Sur les questions de discrimination, je vais prendre un exemple qui a été, on va vous donner une bibliographie, mais qui a été écrit par une psychologue qui recueille des personnes racisées qui ont subi du racisme, qui est assez intéressant parce que quand on parle de manifestation du racisme, on va souvent parler de la fameuse phrase « tu viens d'où ?» qui est à bien des égards problématique, mais qui ne dérange pas toutes les personnes racisées, c'est important de le dire, il y a des personnes que ça ne dérange pas, d'autres personnes que ça dérange fortement, parce que c'est un soupçon de non-francité, en fait, tout simplement. Mais juste pour aller un peu plus vite, on a une personne qui vient voir cette femme qui est en burn-out et elle explique en fait qu'elle est d'origine guadeloupéenne, ou qu'elle est guadeloupéenne tout court, et qu'elle a été utilisée par
ses employeurs pour faire des rapports sur d'autres salariés qui sont eux également noirs, mais d'origine africaine. Et donc, on voit bien qu'elle est dans une situation qui est un peu impossible, où ses employeurs se servent d'elle pour virer des personnes qui sont d'origine africaine en se cachant derrière sa position de femme noire guadeloupéenne, en lui disant qu'elle est française comparée à ces autres personnes qui ne sont pas françaises, etc. Donc, en créant une hiérarchie entre elle et les autres, une hiérarchie qu'elle ne perçoit pas, évidemment. Donc, c'est pour dire que ça peut être quelque chose d'extrêmement insidieux et on va le voir qui peut mener vers des situations de détresse, en fait, qu'on peut comprendre lorsqu'il y a ces situations-là qui arrivent. Myriam, Camille, comment est-ce que ces exemples-là résonnent peut-être dans des réflexions que vous avez pu avoir quand vous avez pensé finalement les actions, donc soit de sensibilisation au niveau du territoire, soit en interne. Qu'est-ce qui fait écho chez vous sur cette description finalement des manifestations racistes au travail? Je commence, je me lance. Évidemment, ça fait écho. Alors, les témoignages que tu partages, Adja Mantou, bon, heureusement, je les ai jamais vécus à ce degré-là, ni vus dans des précédentes expériences. Je dirais qu'aujourd'hui, globalement, on assiste plutôt à du racisme, un peu d'atmosphère, un peu plus insidieux, on va dire. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut aborder ces sujets-là sur une thématique un peu plus large, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez Keolis, en se basant sur les biais cognitifs, finalement. On lance un grand programme, on a lancé plutôt un grand programme sur le leadership, en fait, comment donner les outils à tous nos leaders pour exercer au mieux leur métier au quotidien. Et donc cette année, on va incorporer tout un volet sur les biais cognitifs. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est ce qui fait qu'on juge un peu à la hâte, qu'on va créer des stéréotypes, justement, qu'on coller des stéréotypes à telle personne ou à telle situation, et qu'on est amené parfois à faire de la discrimination, même sans le vouloir, sans en être conscient. Et donc, ça nous a permis, enfin, je pense que c'est le bon angle pour justement aborder ça. Pourquoi à elle, tu lui toucherais les cheveux et pas à l'autre personne? En fait, prendre conscience de ça, c'est un outil qui, je le pense, sera intéressant pour éviter ce genre de situation. C'est ce que ça m'évoque en premier lieu. Peut-être si tu veux compléter, Camille. Oh, très bien. Du coup, j'enchaîne sur les biais. Bon, nous, c'est vrai que par exemple, on a un outil de sensibilisation qui s'appelle le village de l'égalité, qui est à disposition, d'ailleurs, a été diffusé au sein de Pernod Ricard et d'autres, des fois, qui est une exposition un peu immersive et qui permet, enfin, qui est un outil et qui est animé par FAS, qui est présent. Et du coup, c'est vrai que cette exposition, l'intérêt, c'est que à la fois, bon, il y a plusieurs ateliers bon, il y a une partie cinéma qui fait comprendre et aussi vivre un peu sur le côté émotion ce que peut être la discrimination, parce que c'est les salariés qui racontent ce qu'elles vivent en termes de racisme. Et puis, il y a aussi le côté cognitif qui parle aussi de comment marchent les processus de catégorisation, etc. Et de la catégorisation, on va jusqu'à la discrimination. Après, moi, je trouve ça super important de travailler ces biais-là. Après, c'est vrai que nous, de notre point de vue, enfin, en tout cas à la métropole, on travaille sur les questions de discrimination qui sont un peu différentes des questions de racisme au travail, même s'il y a un lien et qu'à la limite, dans l'échelle, en fait, la discrimination fait aussi partie des actes racistes. Mais c'est vrai que c'est complètement différent de travailler sur la question de propos racistes, d'injures raciales, que de travailler sur les discriminations qui sont vraiment sur la question d'une différence de traitement dans un domaine particulier, sur des critères particuliers. Alors, c'est vrai que maintenant, on a la question de harcèlement discriminatoire où les choses se rejoignent, puisque ça fait partie aussi de la discrimination maintenant. Mais, et les deux sont interdits par la loi quand même, il faut aussi le rappeler, que au-delà d'avoir un jugement moral sur c'est bien ou c'est pas bien, que ce soit des actes propos racistes ou des actes discriminatoires, ce sont des actes qui sont interdits. Donc quand nous, on fait notre travail en tant que collectivité avec l'aide des associations ou d'opérateurs avec qui on travaille, c'est aussi une responsabilité, je vais dire,
légale Oui. et bien sûr d'engagement aussi sur ces questions-là. Bien sûr. Ouais, je pense que c'est important aussi de rappeler que le racisme n'est pas une opinion, parce qu'on a parfois l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Et finalement, des fois, on constate que si, on a l'impression que les gens, c'est juste une question de point de vue, alors que non, c'est un délit et c'est prohibé. Adjamanto, tu voulais réagir? Tu anticipes le fait que je vais te poser une question, c'est ça? Dans notre ouvrage sur le racisme et la discrimination raciale au travail, qu'encore une fois, je ne peux que vous conseiller de lire une fois que cette table ronde sera terminée, il y a toute une réflexion qui est faite sur ce qu'on appelle le tabou français de l'origine, cette difficulté parfois qu'on a à poser les mots sur des choses. À la FMD, on a eu l'occasion de renouveler finalement cette réflexion au moment où on a traduit cet ouvrage en anglais, notamment parce qu'il fallait traduire des verbatims, donc des verbatims qui existaient en français, où on parlait des personnes black, par exemple. Et en fait, quand vous traduisez en anglais, black people, ça choque personne. Et c'est toujours l'occasion pour nous de se rappeler qu'en fait, a priori, dans la façon dont on parle de ces sujets-là, on a une difficulté parfois à nommer les choses, à adresser une personne à décrire une personne comme étant une personne noire, ou aussi, et ça c'est important d'insister dessus, pour les personnes qui sont concernées, pour les personnes blanches, à se percevoir comme blanches, et pas que l'altérisation fonctionne uniquement à sens unique. J'aimerais avoir votre avis sur cette question du langage, peut-être en commençant par toi, avec toi, Adjamantou, pardon, sur, en fait, pourquoi est-ce que on a parfois un souci de vocabulaire et des mots, pas forcément des mots qui manquent parce qu'ils existent, mais des mots qu'on n'arrive pas à utiliser. Et je dis on très largement, mais je... Ouais, en fait, c'est assez caractéristique de la France, hein. On a une difficulté en fait à utiliser les termes qui existent, comme tu le dis, qui permettent de qualifier les situations racistes. Je pense notamment sur les questions de genre, on n'a aucun souci à dire violence de genre, harcèlement sexuel, sexisme sexuel, agression sexuelle. On entend beaucoup moins les termes comme harcèlement raciste. Pourtant, ça existe concrètement. Il y a des cas qui existent. On a aussi du mal à dire les termes comme violence raciste ou raciale. Enfin, c'est encore à déterminer. On a une difficulté sur ces termes-là. Alors, je pense que c'est la précision qu'on a faite au début en disant que nous, la manière dont on aborde la thématique de la race, c'est à travers une vision socio-historique et sociopolitique du terme. Mais je pense que c'est important parce que on va souvent passer par des contournements ou des détournements en France pour parler de racisme. On va utiliser parfois voilà, on va se mettre en quatre pour essayer de combattre ça sans utiliser le terme. Alors qu'en fait, pour pouvoir combattre quelque chose, il faut le nommer. Et on voit très bien sur les questions de genre qu'à partir du moment où on parle d'agissement sexiste, c'est plus simple de parler de ce qui se passe dans les organisations qui étaient beaucoup moins palpables, beaucoup plus insidieux. Donc, moi, je pense que c'est un peu urgent et peut-être c'est le premier pas que de commencer à caractériser en fait les propos, les actes, les propos et actes racistes afin de pouvoir vraiment les identifier et afin de pouvoir les combattre beaucoup plus efficacement. En fait, le manque de langage participe à l'invisibilisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter, même si en France, on a du mal à utiliser les termes qu'il faut. Du coup, c'était intéressant, je pense, de rappeler aussi la question du contexte socio-historique. Et c'est vrai que la France, elle s'est aussi constituée sur, je dirais, un refus des minorités dans son histoire. Ce qui a fait la France et ce qui a fait de la construction de l'entité française, c'est aussi, du coup, voilà, une question d'être centrale, la République une et indivisible, et un refus de reconnaissance des minorités, à la fois même dans les langues, hein, puisqu'il y avait des langues, le breton ou d'autres langues qui étaient pas, on a imposé l'école, c'était aussi le moyen, parce que tout le monde parle français. Donc c'est aussi une histoire qui se comprend parce que ça revient de loin. Mais c'est vrai que maintenant, je suis complètement d'accord que c'est un vrai frein aussi pour travailler ces questions-là, de ne pas pouvoir les nommer, de ne pas pouvoir peut-être des fois même objectiver les choses, même si on en reviendra, il y a peut-être les moyens quand même de le faire, mais et aussi rappeler quand même que la France, en fait, sur les questions par exemple de législation sur les discriminations, elle a été obligée d'avancer en fait sous la pression de l'Europe, hein. C'était vraiment à partir du moment où elle a intégré l'Union européenne, dans les années 2000, il y a eu des pressions pour qu'elle applique des mesures sur la discrimination au travail. Et ouais, c'est vrai qu'on n'est pas forcément, on n'est pas toujours très en avance sur ces questions-là.
Oui, je ne peux que rebondir. Ça reste des termes difficiles à dire, à aborder. On ne se sent jamais très à l'aise. On ne sait pas tellement comment ça va être reçu. Et je rejoins mal nommer les choses. C'est ajouter du malheur, hein. Je crois que c'est au monde. Je crois que c'est ça la citation. Effectivement, c'est lié aussi au contexte français voilà, d'universalisme, un peu, on ne veut pas faire de différence, mais comment les nommer quand on les voit pourtant? Donc, ça reste un point d'interrogation. Je n'ai pas la réponse non plus, mais peut-être que ça va permettre aujourd'hui d'apporter quelques bribes. Merci beaucoup pour vos réactions, effectivement. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet, au moment de la sortie de la traduction de notre ouvrage sur le racisme, on a organisé un webinaire en anglais avec des partenaires européens qui posent cette question en fait de l'universalisme à la française. Est-ce que finalement, ça ne serait pas un frein, un obstacle pour lutter concrètement contre le racisme, notamment parce que ça rend plus difficile de nommer les manifestations du racisme au travail et puis dans le reste de la société. Mais nous, on a ce prisme forcément un petit peu biaisé du travail. Camille, je voulais revenir sur la position de la métropole parce qu'en fait, c'est une position un petit peu particulière parce que finalement, au sein de la métropole, il y a des agents et des agentes. Donc, la métropole est employeur. Et en plus de ça, vous sensibilisez, vous accompagnez des acteurs au niveau du territoire. Donc, comment ça se passe, cette articulation finalement entre les messages, les ambitions que vous avez au niveau du territoire, ce qui se passe en interne au niveau du collectif de travail. Est-ce que aussi tu peux peut-être rappeler combien d'agents et d'agentes compte la métropole? Je crois de mémoire que c'est 8 000 ou 9 000 agents. Voilà. J'essaie de ne pas dire des bêtises. Là, il y a mon grand chef qui est là. Donc, non, et après, Reda, que je présente, mais Califano, qui est directeur de la cohésion sociale. Mais non, après, c'est vrai qu'on est sur cette double entrée. C'est aussi, on avance doucement, mais sûrement. Donc, c'est des objectifs qu'on se donne et c'est vrai que ça marche par petites touches, notamment en interne. À la fois, il y a des choses qui sont portées, mais c'est vrai que ça prend du temps à se développer. Et c'est pour ça aussi que des fois, on se rend compte que si on y va peut-être trop je dirais, abruptement, c'est pas forcément la bonne façon. Et qu'en fait, il y a vraiment tout un côté, un volet pédagogique. Et c'est vrai que nous, le fait qu'on entre aussi sur le volet des quartiers prioritaires, de travailler auprès des habitants des quartiers prioritaires, euh, et de montrer qu'il y a tout un travail qui peut être fait d'inclusion. Voilà, c'est quand je disais le travail qu'on veut développer sur le mentorat ou l'accueil de stagiaires, qui peut au départ paraître un peu éloigné de la lutte contre la discrimination, mais c'est aussi montrer aux agents aussi. D'ailleurs, qu'il y a des habitants des quartiers prioritaires qui sont très formés et très aptes à travailler, parce que souvent, nous, ce qu'on nous renvoie, c'est ah, mais on ne va pas faire de l'insertion. On pense plutôt aux habitants, aux problématiques qui ont des difficultés d'accès à l'emploi parce qu'ils sont mal formés, et on oublie que dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers populaires, à Marseille comme ailleurs, il y a énormément de gens formés. Il y a, enfin, je veux dire, il y a tout un et pour autant de gens formés, de gens qualifiés, et qui pour autant rencontrent des difficultés à s'insérer dans la vie sociale globale, hein, que ce soit pour l'accès au logement, pour l'accès à l'emploi. Voilà, là, à un moment donné, il y a eu en 2020 un rapport de Jacques Toubon, donc du défenseur des droits, qui a parlé de ces discriminations-là comme massives et systémiques et qui explique bien qu'elles jalonnent les habitants tout au long de leur parcours de vie. Puisque ça commence par les questions d'accès à l'éducation, accès à l'emploi, accès à logement, et que c'est vrai que quand on est extérieur, qu'on ne le vit pas forcément, ça peut paraître, on a des fois un peu l'impression que les personnes vont se victimiser, et il y a vraiment des parcours de gens qui ont des parcours exemplaires, qui ne sont pas du tout dans la victimisation, qui travaillent, qui avancent, et pour autant qui rencontrent des freins. Et donc, nous, c'est aussi voilà, ce volet, cet aspect pédagogique où on essaie, avec nos ressources humaines, de petit à petit développer des choses. Et donc là, voilà, on est en train en négociation, peut-être que voilà, que ce mentorat soit pris sur le temps de travail. Enfin, c'est des choses qui avancent doucement, mais sûrement. Tu as abordé la notion enfin, de frein systémique. Quelque chose qui n'est pas forcément évident au premier abord dans les mécanismes de discrimination, c'est souvent leur dimension systémique et notamment sur les discriminations raciales. Est-ce que l'une de vous peut-être veut se lancer dans ce qu'on entend en fait par discrimination systémique? En fait, je te regarde toi. Adjamanto, est-ce que tu veux nous parler peut-être de ce qu'on veut dire quand on parle de discrimination systémique?
Oui, bien sûr. Alors, l'idée, c'est de dire que, enfin, la problématique qu'on va avoir quand on travaille sur les questions d'antiracisme, c'est qu'on va dire non, mais ce sont des brebis galeuses. C'est-à-dire, ça va vous arriver une fois, il y a une petite brebis galeuse, une personne qui est raciste, ça n'existe plus, etc. En fait, je pense que, et ça revient à ce que je disais sur les stéréotypes, aujourd'hui, on a des imaginaires, tous et toutes, et j'insiste sur tous et toutes parce que quand je dis ça, c'est pas les personnes blanches qui ont des imaginaires, non, non, on a tous et toutes, et on va y arriver sur la question de l'intériorisation, des imaginaires qui sont un peu floués sur les questions de racisme. Donc, on est tous et toutes empreints de biais, ce que vous disiez, on est tous et toutes empreints de stéréotypes, et malheureusement, les personnes qui sont des personnes racisées vont retrouver ces stéréotypes, et c'est en fait, ces roadblocks, j'ai envie de dire, ces choses qui bloquent leur route un peu partout dans leur vie. Elles vont le retrouver, alors là, on parle du travail, hein, donc elles vont le retrouver dans les évolutions de carrière. Il y a des personnes qui restent des années au même poste, qui voient des personnes passer devant elles sans jamais pouvoir évoluer. Elles vont le retrouver sur les questions de logement, elles vont le retrouver. Donc, en fait, voilà, il y a vraiment plusieurs aspects de la vie des personnes racisées qui peuvent être impactés par la question du racisme. Et en fait, c'est ça l'idée du système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne dans votre vie qui va vous dire quelque chose et vous allez vous dire, oups, je suis tombée sur la personne raciste française. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment que vous êtes face à quelque chose qui vient de tous les côtés, si je peux me permettre, de votre vie et qui vous empêche d'avancer et qui vous maintient dans une position qui est une position minoritaire. C'est ça l'idée du système. Donc, l'idée, c'est de pas forcément que... Alors, c'est important de travailler sur les biais, sur les stéréotypes et d'expliquer, etc. Mais il faut se poser la question un peu plus en amont dans l'organisation. Et c'est le cas notamment des organisations qui vont faire des testings pour voir, en fait, au niveau de l'embauche, s'il y a un problème, en fait, de fond. De la même manière que les évolutions de carrière, de regarder peut-être les personnes qui sont managers ou en situation de direction et de se dire, mais pourquoi, voilà, qui sont ces personnes-là? Mais de la même manière qu'on le fait pour le genre, hein, ça pose aucun souci. Voilà, on a même des systèmes de quotas. Donc, bon, j'ai envie de dire, là, on va encore un peu plus loin. Donc, vous voyez, c'est vraiment de se dire, de la même manière que pour le genre, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas suffisamment de mettre en place des petites mesures qui vont lutter contre ce problème-là, parce que c'est un problème qui est extrêmement profond, notamment dans la société française, et sur lequel il faut vraiment travailler sur tous les fronts. Voilà, il faut vraiment s'engager sur tous les fronts. Voilà. Merci pour ces précisions. Et justement, sur cet enjeu de venir objectiver finalement les réalités, poser les mots sur les choses, diagnostiquer, il est temps qu'on aborde la question de la mesure dans cette table ronde. On est souvent confronté à une idée reçue qui tourne autour de ce qu'on appelle les statistiques ethniques, et on pourrait revenir sur finalement le bien fondé de ce terme, parce que souvent il se cache beaucoup de choses derrière. On a l'impression que c'est absolument impossible d'avoir des données qui permettent d'objectiver, par exemple, l'expérience du racisme au travail. Et pourtant, autour de cette table, vous avez des exemples de dispositifs qui ont été mis en place. Keolis, par exemple, a participé au pilote de l'index diversité et inclusion mis en place par l'État. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et aussi sur finalement ce que vous avez appris en participant à cet index? Oui, bien sûr. Effectivement, alors je n'étais pas encore en poste, mais en 2022, l'indice a été lancé. Alors, pas sur toutes les entités, mais il me semble au siège et puis sur une ou deux de nos filiales. Et ça s'est très bien passé. Déjà, oui, c'est un peu fort, non? Ouais, je me disais. Merci. Donc oui, ça s'est très bien passé. À la fois, ça a été très bien perçu par les collaborateurs et collaboratrices qui ont répondu. Il n'y a pas eu tant de questions que ça, en fait. Ouais, est-ce que je dois déclarer que je me sens d'origine, etc. Donc ça s'est passé vraiment très facilement. Et puis sur les résultats, hyper intéressants, puisqu'ils étaient plutôt positifs. Keolis était perçu comme une entreprise, et je pense que ça correspond quand même globalement à la réalité, une entreprise où voilà, c'est facile de rentrer, dans le sens d'être... on n'a pas besoin d'avoir un grand parcours académique pour rejoindre l'entreprise. En tout cas, on est vraiment un employeur local reconnu. Et effectivement, on se projette, les collaborateurs se sentaient bien et ne ressentaient pas tant de discrimination que ça.
Sauf, bien sûr, il y a eu quand même un petit décrochage qui n'était pas énorme, mais effectivement, sur les personnes, c'était quelques points, hein, mais sur les personnes s'estimant avoir des origines, il y avait quand même un petit décrochage. Donc après, bon, le test s'est arrêté, donc on n'a pas refait ce baromètre. Mais voilà, on l'a toujours en tête, on sait que c'est un potentiel sujet, mais globalement, il n'y avait pas un écart qui aurait pu nous alerter grandement. Comme je disais tout à l'heure, on est un employeur local, on n'a pas, voilà, on a tout intérêt à ce que tout le monde se sente bien dans l'entreprise, et je crois quand même que globalement, les managers font le travail au quotidien pour que, et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais le moins de discrimination possible sur les carrières. Normalement, je crois que voilà, ça se passe plutôt pas mal. Merci. Donc là, on est vraiment sur un dispositif qui testait finalement le principe d'autodéclaration, donc de laisser la possibilité aux personnes qui répondaient de dire si elles avaient des origines européennes, extra-européennes, etc. Et qui permettait après, en traitant les données démographiques, de vérifier si les expériences étaient similaires pour tout le monde ou si justement il y avait des variables qui changeaient les résultats. Et finalement, c'est aussi une réponse à cette crainte qu'on peut avoir sur la collecte et le traitement des données sensibles, qui en fait est quand même très bien encadré, notamment par la CNIL et le défenseur des droits, qui ont sorti des documents qui expliquent comment est-ce qu'on met ça en place, et dont on peut souhaiter finalement sûrement la généralisation pour pouvoir objectiver des situations. Toi, Camille, tu nous avais parlé d'une autre approche qui est celle autour des patronymes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet exemple? Alors en fait, c'est les collectivités, elles ont une obligation de faire un rapport égalité sur l'égalité femmes-hommes. Par exemple, la ville de Villeurbanne, puisque nous, on est dans des groupes de travail il y a un groupe de travail qui est mené par France Urbaine et sur les discriminations. Et comme à Villeurbanne, il y a aussi une élue qui porte fortement ces questions-là, ils ont décidé d'aller au-delà de ce rapport égalité et de travailler aussi la question du handicap et des origines. Et donc après, ça permet de faire une autophotographie à un moment donné du personnel et de savoir quel personnel occupe quel poste, quelle catégorie de poste en fonction de ces critères-là. Et ils ont travaillé du coup avec le patronyme. Et c'est vrai que des fois, on a vraiment cette idée-là en France, on ne peut pas faire d'origine ethnique. En fait, ils disaient que bon, bien sûr, ils se sont fait accompagner dans le cadre de la CNIL avec le défenseur des droits et par un organisme compétent qui les a accompagnés là-dedans, mais ils arrivaient à le faire à partir du moment où il n'était pas possible d'identifier les personnes. C'est ça qui était important, de laisser les personnes anonymes, mais en fait, ils ont une autre photographie. Voilà. Après, bon, maintenant, il y a tout un travail de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de cela, parce qu'il y a des écarts assez flagrants qui apparaissent. Hein, c'est assez impressionnant. Quoi, alors, c'est vrai que dans les collectivités, en plus, on est classé en catégorie A, B, C. Donc, et bien sûr, il y a des choses qui, malheureusement, ne nous étonnent pas tant que ça dans la répartition des métiers en fonction de l'origine ou en fonction aussi du handicap, et bien sûr encore plus quand on cumule les deux. Et donc avec bien sûr plutôt des cadres blancs en bonne forme, hommes majoritairement. Mais après, je m'avance un peu sur ce côté-là parce que j'ai pas du tout toutes les nuances, et bien sûr. Mais en tout cas, c'était surtout important pour la démarche et de voir qui pouvait faire ce travail. Et nous, c'est vrai que ça nous donne aussi des perspectives pour l'avenir. Et voilà, en même temps, on dit qu'on avance doucement, mais bon, il y a encore des sujets où je trouve que il y a encore peu de temps, on n'était pas là, quoi. Adjamantou, est-ce que tu peux peut-être nous parler finalement, donc on a parlé des manifestations du racisme au travail, à quoi est-ce que ça ressemble? Parmi les ressources qui ont été développées par l'AFMD, il y a aussi un poster sur, alors, ça paraît très ludique dit comme ça, mais le sujet est absolument pas drôle, mais sur les conséquences du racisme au travail. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples finalement en quoi est-ce que c'est délétère, s'il fallait encore répéter que c'est quelque chose de délétère au travail?
Oui, bien sûr. Alors, pour les personnes qui vont subir du racisme, en fait, c'est très dur de parler de la situation qu'ils ou elles ont vécue, même si ils ou elles savent que que c'est une situation qui est raciste et que c'est une situation qui est pas normale. Elles vont notamment avoir peur, en fait, de pas être crues, tout simplement, lorsqu'elles vont dire les situations dans lesquelles elles ont vécu. Elles vont être peur aussi d'être exclues, et c'est aussi une des manifestations du racisme que j'ai pas, dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'exclusion et des boucs émissaires déjà pour certaines personnes racisées. Et en plus de ça, elles ont peur que si elles parlent de la situation qu'elles ont vécue, qu'elles soient davantage exclues en fait de la sociabilité ou du groupe, du groupe qui est dans l'entreprise. Elles ont peur aussi d'être sanctionnées, alors soit de manière visible, soit de manière invisible, puisqu'on a dit que le racisme c'était quelque chose d'extrêmement insidieux. Et puis, ce qui peut faire aussi, alors je prends quelques exemples, hein, mais ce qui peut être aussi difficile pour elle, c'est le doute, en fait, parce que quand on arrive à prendre la parole sur ce sujet-là, qui, comme on l'a dit, est un sujet qui est un peu compliqué à aborder en entreprise parce qu'on a vécu une situation de racisme et qu'en face de nous, on a quelqu'un qui nous dit t'es sûr, mais c'est vrai. Bon, c'est la même chose pour la question du genre. Hein, je sais que les femmes comprennent et les personnes qui sont en minorité d'identité de genre comprennent tout à fait ce que ça veut dire quand on dit qu'il s'est passé quelque chose et que on nous dit ah bon, t'es sûr, t'es sûr. Et ben là, c'est la même chose. Et bien en fait, on vient douter soi-même de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai mal vécu? Est-ce que c'était vraiment une situation raciste? Et là, ça tourne et je crois qu'on va arriver là-dessus. Voilà ce type de conséquences-là que peut avoir le racisme au travail. Et donc, ça fait qu'on a des salariés qui sont mis de côté, en tout cas qui n'ont pas, qui ne peuvent pas se sentir inclus dans l'organisation. Ça, c'est sûr et certain. Mesdames, est-ce que vous voulez réagir peut-être? C'est pas une obligation, hein, c'est... Après, bon, je pense qu'évidemment, il y a des gros impacts en termes de santé mentale. Et après, et surtout quand ça fait aussi résonance, parce que souvent, une personne qui vit ça, elle veut vivre ça aussi à plusieurs moments de sa vie. Donc, ça rappelle aussi des traumas. Maintenant, on parle aussi des traumas, hein, de choses qui se vivent à plusieurs moments. Voilà, je dirais pas beaucoup plus. Après, bon, il y a toute la question de comment on prend en compte. Je ne sais pas si on l'aborde après, mais Ouais. sur qu'est-ce qui est mis en place quand il y a ce type de situation. C'est une question que j'avais pour toi, Myriam, puisque donc, toi, tu nous as dit en amont, donc il y a vraiment ces démarches de sensibilisation au biais au sein de Keolis. Donc ça, on est sur la partie prévention, mais vous avez aussi mis en place des dispositifs d'accompagnement des victimes avec donc, des cellules d'alerte, des cellules d'écoute. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur à quoi ça ressemble? Comment est-ce que vous communiquez aussi sur les dispositifs Bien en sûr. interne? Oui. Alors déjà, pour toutes les atteintes qui pourraient se produire, soit en interne, soit en externe, et ça vaut pour toutes les formes de discrimination, on a notre numéro d'alerte qui est très connu, très communiqué. Il s'appelle Ethicline avec un K comme Keolis pour la blague, mais voilà, qui fonctionne très bien. En tout cas, les salariés savent qu'ils peuvent appeler. On a aussi un dispositif d'aide psychologique. Donc, je crois qu'il y a 6 séances gratuites avec un psy en ligne, psychologue plutôt, pour être plus exact, qui prend en charge gratuitement, de manière totalement confidentielle, si un salarié se sentait mal et que voilà, qu'on serait au courant. Évidemment, toutes les ressources humaines sont formés pour accueillir des salariés en difficulté sur ces sujets-là. Voilà, je pense que là où on pourrait être quand même s'améliorer, et on en avait déjà un peu discuté, c'est que voilà, autant je sens qu'on est plutôt pas mal armé sur tout ce qui va être agissement sexiste. En tout cas, on est capable de faire de la sensibilisation vraiment à grande échelle. J'allais dire presque appuyer sur un bouton et on sait que tout le monde aura la bonne affiche, pourra adresser les mêmes messages. Autant vraiment sur cette thématique-là du racisme et des discriminations liées, on est un peu moins bien outillé, armé, et c'est vrai qu'on peut encore s'améliorer. C'est-à-dire que les cas individuels sont bien pris, les RH savent les recevoir, on a des outils pour les traiter. En revanche, si on veut faire vraiment une grande sensibilisation massive et à toutes les échelles, on peut encore un peu travailler là-dessus. Voilà.
J'ai encore envie de vous poser plein de questions, mais j'aimerais aussi qu'on ait du temps pour les questions de la salle ou en ligne. Donc, je vais vous laisser peut-être 30 secondes à toutes et tous pour réfléchir à la question que vous souhaitez poser, si c'est le cas, ou à le mettre dans le chat. Et pour vous trois, je sais, donc voilà, il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu se dire, mais peut-être en attendant les questions, est-ce que vous pourriez chacune nous partager un message que vous aimeriez passer ou quelque chose avec lequel vous aimeriez que les personnes repartent après avoir assisté à cette table ronde? Je triche parce que Chloé m'a déjà dit qu'elle allait me poser cette question. Donc, je savais déjà ce que je voulais dire. Moi, j'aimerais parler de l'intériorisation, en fait, des stéréotypes dont on a parlé, mais aussi de l'infériorité, en fait. Puisque depuis le début, on parle de racisme, et le racisme, c'est très lié à des questions de déshumanisation. Et à partir du moment où vous vivez dans une situation où on attend de vous certains comportements, et ben en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Camille, sur la santé mentale. Souvent, on va avoir des personnes qui vont soit faire tout pour ne pas coller aux stéréotypes qui leur sont assignés, soit faire tout pour coller aux stéréotypes qui leur sont assignés pour rentrer dans la norme. Et donc là, vous rentrez dans quelque chose qui est extrêmement intime et qui est de l'ordre de l'interne, qu'on appelle la charge raciale. Et j'ai un bouquin que j'ai ramené qui s'appelle La charge raciale de Douce Zibondo, qui a travaillé sur la question de manière extensive et notamment avec un chapitre sur le travail que je conseille. Et en fait, cette charge raciale qui est bien sûr qui a été créée de base par Maboula Soumaro, et je cite des gens parce que je veux aussi dire qu'il y a des personnes qui travaillent sur ces thématiques-là et qui créent des néologismes qui permettent de décrire les réalités. Donc, cette charge raciale qui est dérivée de la charge mentale est réelle en fait. Ce sont des choses de tous les jours où les personnes vont switcher de code, on appelle ça le code switching, dépendamment des personnes qui sont autour d'elles et dépendamment des lieux dans lesquels elles sont, pour correspondre aux normes et notamment dans l'espoir d'eux, même si ça ne va pas fonctionner à chaque fois, justement de ne pas subir de racisme. Donc, je pense que voilà, si je devais dire quelque chose, c'est que c'est ça qui peut mener aussi vers des burn-out, de la fatigue, de l'épuisement, des problèmes psychologiques graves pour des salariés. Donc, je pense il faut aussi avoir ça en tête lorsqu'on parle de racisme. Voilà. Et peut-être une dernière chose, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, de genre et de race, mais je tiens à dire que bien évidemment, il y a des femmes noires, hein. Donc, voilà, il y a des personnes qui sont à l'intersection du genre et de la race, et du coup, qui sont d'autant plus dans des situations compliquées, ou des personnes qui sont des minorités de genre, qui sont aussi noires et qui sont d'autant plus dans des situations de difficulté. Voilà. Après, moi, comme message, du coup, forcément, pour moi, c'est l'importance aussi que les différentes organisations, elles portent ces sujets. Et pour moi, voilà, le fait déjà qu'il y ait cette conférence aujourd'hui, et notamment avec les partenaires économiques, ça, je trouve ça super important et super optimiste, quoi. Et vraiment, je pense qu'on a des outils, voilà, ce qu'on disait, que des outils qui ont été développés dans le cadre de la lutte contre le handicap, dans le cadre de la lutte contre le sexisme, qui, bien que tout soit loin d'être résolu sur ces questions-là, mais en tout cas, il y a des choses qu'on développe dont on peut se servir aussi sur les questions du racisme ou des différentes formes que ça peut prendre. Et j'ai perdu mon... Oui, et après aussi dire au-delà de la question morale, de se dire que c'est pas bien et de ça, je pense que c'est vraiment une vraie perte pour tout le monde. Là, je parle autant de discrimination, mais ça ne peut être qu'un enrichissement, et même, je veux dire, en termes de productivité pour une entreprise ou en termes de même nous, pour développer des projets, je reste toujours persuadée qu'une diversité de points de vue, une diversité, parce que c'est aussi ça, des fois, les questions de... Alors, des fois, il y a... moi, là, j'ai plus le volet discrimination, mais des fois, c'est pas toujours sur les questions vraiment d'un racisme intériorisé, mais quand on recrute toujours des gens qui ont fait un parcours assez linéaire, toujours avec les mêmes sources tel master ou telle école et tout ça. Et alors qu'en fait, il y a des personnes qui ont des parcours tout autres et que c'est vraiment grâce à cet enrichissement, je reste persuadée que plus on a des équipes diverses et plus les projets vont être riches. Oui, pour rebondir, je suis entièrement d'accord.
on voit tous les jours, si on dessert des publics divers, il faut qu'on ait des équipes diverses. Voilà, ça paraît évident comme ça, mais il faut l'avoir conscientisé. Et puis, pour un mot de la fin, vraiment, ça reste c'est un sujet vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, si je disais, bon, voilà, si une de vos collaboratrices arrivait le matin en vous disant, oh là là, ce matin, je me suis fait siffler, dans le meilleur des cas, dans le métro ou dans le train, je suis pas bien. Vous l'entendriez tout à fait. Personne ne pourrait imaginer qu'elle passe une très bonne journée, qu'elle soit super performante, qu'elle soit à fond, qu'elle ait envie de dépasser ses objectifs. Et ben, en fait, je ne sais pas si on a encore tous très très bien conscience que voilà, recevoir une remarque raciste le matin, et ben, ça aura exactement le même résultat pour toute la journée, pour la personne que vous aurez en face de vous. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos apports. Je me tourne vers Marie à la technique. Est-ce que tu as des questions peut-être dans le chat à nous transmettre? Oui, alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Nous avons eu donc déjà plus de 100 personnes qui se sont connectées en ligne et d'un peu partout en France, Bonjour. avec des questions qui sont pertinentes. Je sais aussi qu'il y en a dans la salle, donc on va essayer de répartir entre les deux, les personnes en ligne en présentiel. Une remarque de Françoise d'abord à Nantes qui nous dit, est-ce que le fait qu'on parle moins de racisme, c'est aussi parce qu'il y a moins d'associations qui œuvrent pour lutter contre les actes racistes? Elle compare avec notamment les associations LGBTI+, qui vont aller promouvoir l'inclusion des personnes LGBT et la lutte contre la haine anti-LGBT. Je sais qu'on va avoir une intervention de la DILCRA tout à l'heure, donc peut-être je leur laisse le soin de garder ça en tête. Autrement, une remarque de Victor à Paris, qui est plutôt pour Myriam. Suite à l'enquête qui a permis donc de révéler des résultats auprès de personnes peut-être qui se sentaient discriminées du fait de leur origine, est-ce que ça a permis ou pas de réorienter votre plan d'action, votre feuille de route diversité et inclusion? Oui, tout à fait. On a la chance en fait d'avoir le label, d'être labellisé GIS. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un label sur l'égalité de genre et pas que. Et donc, en fait, on a intégré les résultats de cet accord à l'endroit où il y avait justement ce petit décrochage. Et donc, ça faisait partie des plans d'action de refaire une passe, notamment chez les managers, sur l'importance de politiques enfin, sur la non-discrimination, pardon, rappel des règles légales, etc. Donc, effectivement, grâce à ça, ça nous a permis de l'insérer dans une démarche plus globale. Une autre question pour Camille cette fois-ci, ou également pour Myriam, sur les formations aux biais et aux stéréotypes, comment est-ce que vous intégrez la dimension intersectionnelle? Adjamatou a commencé à parler des intersections entre le genre, l'origine par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans les formations? Ouais, tu rebondis. Bon, nous, en plus, on n'est pas un opérateur direct qui animons les formations, hein, on passe par des intermédiaires, mais c'est vrai que nous, après, on est sur une entrée généralement aussi du rappel à la loi et du rappel juridique, donc forcément sur les différents critères de discrimination. Et bon, voilà, c'est aussi là, forcément, il y a enfin, on est moins peut-être sur les concepts d'intersection. Après, ça dépend. Il y a aussi on a aussi de, ouais, ouais, je vais te laisser le relais parce que Non. Je pense qu'on a des opérateurs qui le font aussi. Oui. Mais En fait, la question de l'intersectionnalité, elle vient finalement dans les conversations. C'est pas abordé comme tel, c'est peut-être un peu, voilà, on commence, hein, donc on est encore sur le niveau 1. C'est plutôt abordé pendant ces formations où on se dit ah ben oui, et dans ce cas-là c'est encore pire, regarde, j'ai pas associé le bon métier à cette photo de femme qui a l'air arabe ou noire ou etc. Donc parce que c'est un exercice qu'on fait où on associe une image avec on demande aux personnes présentes à un visage de personne d'associer un métier.
Et on se rend compte voilà, très naturellement qu'on a tendance à associer voilà, une image à un métier très facilement. Et ça, c'est très, très bien compris par les agents. Ils se rendent compte tout de suite de leur biais. Voilà. Et c'est abordé du coup dans ce cadre-là. Bonsoir, Camille Bénard, donc je suis conseillère lutte contre les discriminations à la DILCRA avec mon collègue Adrien. On a effleuré la question avec l'exemple de Villeurbanne qui justement a pris le parti de travailler beaucoup en interne et avec des intermédiaires sur les remontées en fait, des cas de discrimination dans la ville et aussi de prendre ce parti pris pour ne pas peser sur les premiers concernés, les premières et les premiers concernés, et donc d'essayer d'abord que les professionnels prennent leur charge. Et donc là, peut-être vous poser la question, quelle est la place que vous laissez aux premières concernées à chaque fois. Donc, on a parlé un petit peu des témoignages, mais peut-être, voilà, c'est pas une question piège, hein, c'est juste de voir comment est-ce que vous le prenez en compte ou pas dans vos actions. Alors, ouais, nous, on développe aussi beaucoup d'actions. Donc, je reviens aussi sur le volet plus politique de la ville au sein des quartiers prioritaires. Et donc, on est aussi en soutien de beaucoup de collectifs et de personnes qui parlent du point de vue de là où elles sont et de leur engagement associatif. Donc, on a pu animer aussi des groupes de réflexion et d'action qui partent vraiment d'habitants des quartiers prioritaires, et notamment de femmes, pas mal de femmes qui sont engagées dans les associations. Donc, il y a un travail que moi j'avais mené avec quelques collègues sur l'organisation de la semaine de lutte contre les discriminations liées à l'origine, où à un moment donné, on s'était dit vraiment, on fait une manifestation et toujours, c'est toujours, on invite des experts qui parlent très bien du sujet de ça, mais en fait, elles ont aussi toute cette expertise-là, toutes ces connaissances-là, parce que elles sont engagées sur le rapport à l'école, voilà comment on va des fois faire de la médiation pour expliquer que non, le voile n'est pas forcé, enfin la loi ne dit pas que faire une sortie scolaire, c'est on est obligé de pas avoir de voile. Donc il y a eu des mamans qui se sont mis en grève, qui ont fait une grève, du coup ça a fait quand même pression et elles sont arrivées à obtenir gain de cause. Et donc il y a d'autres personnes qui luttent sur le mal logement, et donc l'idée c'était de leur donner un espace de parole et un espace aussi vraiment d'une conférence où sont venus beaucoup de gens et notamment d'autres personnes des quartiers prioritaires, mais écouter aussi toute cette richesse-là et aussi d'essayer de capitaliser un petit peu sur les différents engagements enfin, les différentes choses qui ont été menées et essayer de ne pas repartir aussi à zéro, de transmettre. Voilà. Après, il y a Dalila El Jawadi Lakela qui fait aussi un groupe avec un collectif associatif de femmes dans le cadre du groupe Sororité et qui fait aussi des choses dans le cadre de la politique de la ville avec des personnes premières concernées, on va dire, mais premières actives aussi. J'ai une autre question en ligne, peut-être même deux questions en une. La première, c'était concernant l'index que vous avez mentionné, donc l'index diversité-inclusion. Est-ce que Myriam, tu veux bien juste rappeler dans quel contexte c'était? Et puis l'autre, je crois que on parle bien de l'index qui avait été impulsé par Elisabeth Moreno, la ministre à l'époque. Tout à fait, c'était ça, exactement. C'était un test lancé par le ministère. Il y avait une dizaine d'entreprises, je crois, qui avaient été sollicitées pour en faire partie, dont L'Oréal, il me semble. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble. Et finalement, voilà, il y avait des résultats qui avaient été donnés. C'était avec l'INSEE, il me semble, de mémoire. Voilà. Après, je ne crois pas que l'initiative ait été renouvelée. Donc voilà. C'est clairement un dispositif où il a été question de le voir généralisé et rendu obligatoire au même titre que l'index sur l'égalité professionnelle que nombre d'employeurs connaissent aujourd'hui. La phase de test, elle a été co-construite effectivement avec des organismes, enfin avec une dizaine d'entreprises françaises, la CNIL et aussi les partenaires sociaux. Si vous regardez en ligne sur le site, je pense que c'est encore sur le site du ministère du Travail, vous avez les plaquettes de communication et aussi le questionnaire en fait qui était adressé aux collaborateurs et collaboratrices des entreprises qui participaient. Alors, il était en ligne il y a encore quelques temps, sinon nous, on l'a dans nos archives, donc on peut vous l'envoyer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a, enfin voilà,
le gouvernement a fait le choix de ne pas le rendre obligatoire et rajouter encore à cet arsenal un peu de législatif. Pour autant, les entreprises restent encouragées à s'en saisir et à impliquer, encore une fois, j'insiste, les partenaires sociaux, la CNIL et puis en général un organisme tiers pour venir collecter et traiter les résultats parce que c'est des démarches qui sont très difficiles à porter directement de façon internalisée. Je pourrais reprendre contact avec la personne si elle veut que je lui présente sans problème. Super, parce qu'il y a eu plusieurs questions effectivement sur l'expérimentation de l'index. Et une autre question qui est justement qui concerne les outils d'autodiagnostic ou de diagnostic, j'ai envie de dire statistique. Et là, je tends une perche à Chloé pour peut-être, si tu le souhaites, parler de l'ouvrage que la FMD a publié sur le sujet, qui permet notamment de mesurer les écarts de traitement sur les embauches et les évolutions de carrière. Effectivement, et bon, c'est un peu ironique puisque tu es co-autrice de cet ouvrage, donc je vois ta modestie ici, mais parmi les ouvrages qui sont sortis l'année dernière, il y a une réflexion qui a été conduite avec notamment Fabrice Foroni d'ISM Quorum, qui a aussi coécrit l'ouvrage avec Marie, dans lequel vous pourrez retrouver toute une réflexion sur l'usage des données, notamment des données RH, qu'on peut mobiliser pour rendre compte finalement des endroits où on peut voir des inégalités au travail, en commençant évidemment par l'embauche avec le testing, mais aussi ensuite sur des données qui permettent de suivre l'évolution de carrière, à quels endroits se situent ces évolutions ou alors ces manques d'évolution par rapport à des profils comparables, où est-ce qu'on va avoir aussi des mécanismes de promotion et autres, où est-ce qu'on a un problème de rétention ou de plafond de verre, qui sont finalement ces réflexions autant d'outils à mobiliser pour rendre compte des écueils parfois qu'on a au travail en matière d'égalité des chances et de politique de prévention des discriminations. Et peut-être pour compléter, je vous laisse ensuite la parole, monsieur. L'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il analysait 15 années de mesures, donc d'outils, de diagnostics qui avaient été faits au sein de plusieurs entreprises pour évaluer sur quels critères de discrimination il y avait le plus d'écart, que ce soit dans l'embauche ou que ce soit dans la gestion de carrière et l'évolution de la carrière. Et on observait que sur le critère donc, de l'origine, qui était mesurable grâce au patronyme, à savoir est-ce que le nom des salariés avait plutôt une consonance étrangère, extra-européenne ou française, on se rendait compte que effectivement, gros frein à l'embauche qui a tendance un petit peu à se réduire sur les 15 dernières années. En revanche, on s'intéresse aussi à l'évolution de carrière et une fois que les salariés étaient intégrés dans les entreprises, on voyait qu'elles stagnaient. C'est ce que rappelait tout à l'heure Adjamantou. Si on ne fait pas de discrimination à l'embauche, en revanche, il y avait discrimination sur l'évolution de la carrière. C'est le même constat que l'on fait en général sur les personnes en situation de handicap. Vous avez aujourd'hui une loi qui vous invite fortement à embaucher des personnes en situation de handicap. La question se pose aussi du maintien dans l'emploi et de l'évolution de carrière et la promotion de ces individus. Une autre question dans la salle. Monsieur, je vous laisserai peut-être vous présenter et poser votre question. Bonsoir, Pierre Allary, je suis chef d'entreprise, à la retraite, certes, et président d'Émergence, une association qui gère le plan local d'insertion et de l'emploi de la ville de Marseille. Moi, j'ai une question, savoir si votre association a des outils pour les TPE et les PME. Vous parlez de grands groupes, le Royal, etc. Moi, je veux bien, ils ont des structures, même Pernod Ricard, que je connais bien, à tout ce qu'il faut. Nous étions chefs d'entreprise d'une PME de 250 salariés. On n'avait pas tous les outils pour gérer ça. Et c'est souvent les chefs d'entreprise qui, confrontés à ces problèmes de discrimination, parce qu'il y a le racisme, mais il y a aussi toutes les formes de discrimination qui peuvent exister. Il y en a beaucoup. Donc, c'est savoir si vous avez effectivement ces outils. Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est dans la définition de la discrimination et les différents aspects, il y a un mot que vous n'avez jamais prononcé, c'est le mot laïcité. Nous sommes dans une république. Une entreprise, c'est une communauté de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble, qui doit faire abstraction, et qui doit faire abstraction effectivement de toutes les différences qu'il peut y avoir. C'est une communauté qui doit ne travailler que sur les compétences des uns et des autres. On a besoin de tous les niveaux de compétences d'une entreprise, que ça aille
On avait une entreprise de restauration, donc du plongeur jusqu'au PDG, on était tous, enfin, il me semble qu'on ne parlait que de travail. C'est vrai que le contexte économique fait que le racisme a pris, et le contexte politique aussi, fait que la discrimination a pris de plus en plus de place dans la société. Mais je pense que revenir aux valeurs de notre société, ce qui a fait la force de notre société pendant des années et des années, me paraît, moi, essentiel aujourd'hui, parce que la laïcité, ce n'est ni plus ni moins que le partage et l'acceptation de la différence, et l'enrichissement par la différence des autres. Et ça, je crois qu'on devrait pouvoir, enfin, il me semble que c'est un élément essentiel dans la lutte un peu contre la discrimination. Je pense. Merci. Je vous invite à passer le micro juste derrière vous parce que je pense que vous voulez réagir avant que je réponde. Donc, moi, je suis Reda Califano, je suis directeur de la cohésion sociale avec Camille sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Du coup, je réagis, mais j'allais poser moi la question, mais vous l'avez un peu abordé sur la question des femmes voilées. Moi, je trouve qu'il y a une violence sur la discrimination des femmes voilées aujourd'hui qui passe un peu sous les radars, mais on a beaucoup de femmes voilées qui sont, je parle de celles-là, mais il y en a d'autres, hein, mais qui sont diplômées, qui ont des bac+5, qui ont des compétences exceptionnelles et en fait qui sont beaucoup plus discriminées que n'importe qui d'autre. Et elles n'accèdent pas à des emplois qui correspondent à leurs compétences. Alors, elles travaillent beaucoup plus à l'étranger, je trouve, voilà, en fait, ou dans des entreprises qui veulent gagner beaucoup plus d'argent, parce qu'en règle générale, ça va avec, la compétence et l'argent. Et juste sur la question de la laïcité, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est important, mais souvent, on a l'impression que en fait, c'est presque leur faute, quoi. Vous voyez, on les discrimine parce qu'ils sont connotés ou parce qu'ils pourraient avoir une posture religieuse. Et je trouve que même si ce n'est pas les propos aujourd'hui, mais je trouve que dans la société, on se cache un peu trop sur la question de la laïcité. On la déforme et on est complètement d'accord sur la vraie définition de la laïcité qui est claire dans la loi. Il n'y a pas de sujet, elle est très bien posée. Et le président de l'Observatoire de la laïcité, qui était le département à côté, la défendait parfaitement. Mais du coup, des fois, on se cache un peu sur cette question de laïcité au détriment en disant oui, mais du coup, sous-entendu, il y a un enjeu aussi de respecter aussi le cadre, etc. Comme si ces personnes-là étaient moins respectueuses d'un cadre que les autres, alors qu'en réalité, comme tout le monde, en fait, de respecter, j'allais dire, la laïcité, oui, mais aussi le cadre social de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, enfin, plus largement sur tous ces sujets-là. Et donc, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, il est de dire que la question de la discrimination, comme vous la posez, c'est super intéressant parce qu'elle est rarement posée sous cet angle-là. Vous voyez, la question du racisme et de la discrimination, la question des origines, c'est tabou même dans plein de collectivités, d'institutions. Souvent, alors je ne parle pas de mon institution parce qu'elle a pris, elle a une volonté de poser les sujets, même si c'est jamais simple, hein, et on a la chance d'avoir Camille Raka qui défend ses valeurs en permanence avec, de façon brillante. Mais du coup, quand vous le posez au niveau national avec mes collègues, moi qui sont un peu les mêmes fonctions que moi sur d'autres territoires, d'autres communes, d'autres institutions, les élus de droite comme de gauche, il n'y a pas tant de sujets que ça, vous disent, nous, c'est l'égalité de genre, mais les origines, pas prioritaires, pas un sujet. C'est la réalité, hein, vraiment, on le pose nationalement, c'est vraiment un sujet, Camille pourra en témoigner, c'est vraiment un sujet comme si c'était pas un peu dépriorisé, alors qu'en réalité, je parle sous le contrôle des spécialistes, a priori, c'est une des premières discriminations. La question des origines, avec le physique, etc. C'est une des premières discriminations. Et l'égalité de genre et l'intersectionnalité est extrêmement importante, je pense, dans ce cadre-là. Imaginons une femme noire qui porte un foulard et qui est handicapée, c'est mort. C'est pas facile. Et après, c'est vrai que souvent, quand on est interpellé aussi sur les questions de racisme et de politique publique en termes de racisme, on est aussi beaucoup ramené sur le vivre ensemble et sur, en fait, sensibiliser des fois des personnes qui sont elles-mêmes discriminées à la lutte contre le racisme. Et alors, autant personne n'est à l'abri des biais racistes et des propos. Enfin, je veux dire, tout le monde est potentiellement raciste, ça, je n'en doute pas. Mais c'est vrai que des fois, quand on travaille sur l'angle de la discrimination et des questions d'accès à l'emploi, au logement ou d'accès à l'emploi ou de promotion dans l'emploi, enfin, c'est pas forcément la bonne cible, quoi, je dirais. Parce que en termes de cible, si on veut travailler sur vraiment des process discriminatoires, on en a peu parlé, mais parce que
c'est vrai qu'il y a tout un volet prévention, mais il y a un moment donné aussi par travailler vraiment sur des process. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle veut progresser, ou une entreprise, une collectivité, toute organisation, il faut qu'elle s'interroge sur les process qu'elle met en place et que est-ce que vraiment ces process permettent le respect de pratiques égalitaires. Et en fait, ce n'est pas forcément avec un public, par exemple en quartier prioritaire. On peut travailler sur les questions de vivre ensemble, de cohésion, et où on va aborder aussi la question de la lutte contre le racisme, mais, ou contre toutes les formes de racisme. Mais c'est... voilà, enfin, des fois, moi, il y a ce truc-là où je me dis, mais il y a quelque chose où on est un peu à côté de la cible, quoi. Et après, sur les questions de laïcité, pour en revenir, alors nous, dans les collectivités, on a des obligations de neutralité, on a des obligations, pour le coup, où là, les questions ne se posent pas, mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, autant on peut, bien sûr, je pense que ça doit être important, et j'ai vu que vous aviez pas mal de bouquins là-dessus, enfin, pas mal, en tout cas, un que j'ai vu, mais sur la question de aussi comment on gère la diversité religieuse au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais après, en fait, à part il peut y avoir des règlements qui définissent que certaines, notamment par exemple la question du voile, nous, elle nous est toujours posée. Et c'est vrai que même juridiquement, alors en plus moi je ne suis pas juriste, mais même on voit bien que selon la jurisprudence et enfin il y a plein de cas différents et on ne pourra jamais répondre d'une façon. Mais c'est vrai que c'est souvent des sujets qui nous reviennent tout de suite quand on fait une formation. On va nous dire, nous, ah ben moi, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? On va dire non, non, là, on va aller voir un juriste et on va poser les choses vraiment dans toute la globalité. Mais c'est vrai que, bon, bien sûr, il faut que ça nous arrive par exemple beaucoup avec les acteurs associatifs sur est-ce qu'on a le droit d'embaucher un animateur voilé ou pas. Et d'ailleurs, on voit que même juridiquement, on n'a pas toujours les mêmes réponses selon quel juriste on va voir. Donc ça, et en fait, au-delà de la question, bien sûr, il y a la question du respect de la légalité, mais c'est en effet de revenir sur la question des compétences. Et alors peut-être la question du prosélytisme, elle peut se poser à tout le monde, mais après, sur la question vraiment de la compétence et enfin, je veux dire, voilà, sur la question du voile notamment, c'est pas plus prosélyte qu'une autre pratique, quoi. Oui, je te laisse réagir et on aura une dernière question avant de céder le floor. De faire assez vite. Sur la question des TPE-PME, ce qui est assez intéressant, c'est que clairement, les premiers adhérents de la FMD, par exemple, en 2007, c'était des grands groupes français parce que c'était porté au niveau des sièges qu'il fallait avoir des ressources en termes de temps, des ressources humaines aussi, pour traiter de ces sujets. Moi, ça fait 4 ans que je suis à la FMD. On va bientôt atteindre les 200 adhérents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a de plus en plus de TPE-PME qui nous rejoignent, ce qui est hyper enthousiasmant, en fait, parce que certes, elles n'ont pas forcément les mêmes moyens que des grands groupes, mais pour autant, elles ont souvent plus d'agilité, en fait, dans le déploiement des actions. Et tristement, j'insiste là-dessus, les services diversité et inclusion, en général, ils fonctionnent avec extrêmement peu de budget, quoi qu'il arrive, en fait, au regard du budget global des organisations. Donc finalement, on arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses pour lutter contre les discriminations au travail avec très peu de moyens. Donc évidemment, nous, dans nos approches, on essaye de faire en sorte de donner à voir finalement toutes sortes de pratiques à différents niveaux. Et c'est aussi pour ça qu'on était ravis d'avoir des acteurs au niveau du territoire, des entreprises aussi qui sont parapubliques. Olive, je ne sais jamais ce que c'est vous n'êtes pas public, vous êtes... Le service public. Voilà. Mais voilà, c'est très, très varié, donc c'est hyper enthousiasmant de voir ça. Je ne reviendrai pas sur la laïcité, mais on pourra en reparler juste après. C'est la chance d'être en présentiel. J'attire juste votre attention sur le fait que dans notre ouvrage sur la discrimination raciale, on a toute une partie sur le lien entre religion et racisme, avec notamment les effets de l'appartenance religieuse présumée comme fondement de pratiques racistes. D'où aussi cette volonté de ne pas forcément parler de laïcité, parce qu'a priori, aujourd'hui, ça n'a pas forcément solutionné le racisme en France. Mais voilà, ça sera peut-être un sujet de discussion tout à l'heure. Et donc, dernière question avant de laisser la parole à Adrien. Ce n'était pas une question, c'était juste une remarque, une réflexion. Moi, je suis d'Alida, je travaille aussi pour la métropole. Je suis plutôt sur un territoire dans les quartiers nord de Marseille. Mais juste ce que je voulais dire, c'est que, en fait, pour revenir sur les femmes qui portent le voile, la question, c'est de savoir comment on arrive à les intégrer dans la société professionnelle. Parce qu'il se trouve que, comme les magasins genre Action, H&M, énormément voilà, ils ont compris qu'il fallait les embaucher. Mais le problème, c'est qu'elles sont surdiplômées et qu'elles se retrouvent caissières à Action. Ça, c'est un problème.
c'est la fuite des cerveaux, mais du côté de ce côté-là, quoi. Il faudrait peut-être qu'il y ait une prise de conscience collective de se dire, sous le voile, il y a un cerveau. Il faut s'en servir, c'est tout. Absolument, merci beaucoup pour ces apports. Nous, on se note que c'est peut-être un futur sujet de recherche. Il y a aussi déjà des personnes qui travaillent sur ces C'est ça, je sujets-là. voulais dire un tout petit mot vraiment extrêmement rapide pour dire qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Fatiha Ashbli qui a écrit une thèse sur les Françaises voilées dans l'espace public entre quête et visibilité et stratégie entre quête de visibilité et stratégie d'invisibilisation. Donc, il y a des personnes qui travaillent là-dessus et elle a des conclusions qui sont assez intéressantes et qui vous intéresseraient, je pense, sur cette question-là. Et elle mentionne notamment ce fait-là, qu'elles sont surdiplômées, en fait. De l'autrice, mais elle explique, en fait, elle détricote le truc parce qu'on dit souvent les femmes voilées. En fait, on ne devrait pas dire les femmes voilées, on devrait dire les femmes qui portent le voile. Il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce qu'on les met tous. En fait, c'est de dire si on les met dans une entité, alors qu'elles sont toutes différentes, en fait. Juste ça. C'est comme si on disait les Arabes, les Noirs, les Gitans. Ça n'existe pas, en fait. C'est juste des gens qui sont censés faire partie d'une communauté. C'est pareil pour les femmes voilées. Il ne faut pas les objectiver, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Un grand merci pour vos apports. Comme promis, voilà, vraiment, si vous restez avec nous, on pourra en parler plus longuement. Un immense merci à toutes les trois pour vos apports. Aussi vraiment à vous. Merci d'avoir assisté à ces échanges et bienvenue Adrien, tu es conseiller lutte contre les discriminations. Alors à la DILCRA, je vais lire l'acronyme parce que c'est toujours important de l'expliciter. La DILCRA, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour conclure ces échanges. Je te laisse prendre la parole et nous partager finalement tes réflexions sur cette thématique. Là, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Chloé. Donc, en effet, je travaille à la DILCRA et avant de vous présenter ce qu'on fait à la DILCRA... Ah, pardon, il faut que je sois beaucoup plus là. C'est bon? Ça va? Donc, avant de vous parler de ce qu'on fait à la DILCRA, j'aimerais faire un double remerciement. D'abord, remercier la FMD pour ce qu'elle a organisé ce soir et son invitation. On est très fiers à la DILCRA de soutenir ce type d'événement. Et ce que fait la FMD est très important parce que ce n'est pas simplement accompagner les entreprises, c'est aussi un travail conceptuel, comme vous l'avez vu. Et je pense que c'est un travail qui est trop peu mené en France, ce travail conceptuel, qui est toujours en pleine évolution. Et parce qu'il n'est pas suffisamment mené, justement, on tombe dans des dérives très politiques, politiciennes, polémistes. Et donc, c'est très bien d'avoir des gens qui, déjà depuis très longtemps, pensent ces sujets-là. Donc, pour ça, merci beaucoup. Et l'autre remerciement, c'est pour cette table ronde, mais surtout le nom de cette table ronde. Puisque dans le nom de cette table ronde, il y a le mot racisme. Et en réalité, je suis assez frappé de voir à quel point ce mot, là encore, est extrêmement peu usité et à quel point il disparaît face à une réalité qui est pourtant démentielle. On estime environ qu'aujourd'hui, il y a 1 200 000 Français qui, chaque année, françaises ou françaises, subissent un acte, une parole raciste, antisémite, LGBT-phobe, discriminatoire. Donc, c'est énormément de gens qui vivent cela au quotidien et pourtant, on en parle très peu. Et je participe dans mes fonctions à beaucoup d'événements comme celui de ce soir qui concernent la diversité. Et vous voyez déjà que ces termes-là, en soi, pourraient être discutés par rapport aux termes de discrimination, puisqu'on insiste sur un volet positif et non pas sur l'aspect négatif qui est la sanction. Et quand on parle de diversité, on parle aussi bien de la question de l'égalité femmes-hommes que du handicap, que de la question des personnes LGBT, que de la question de l'origine. Et on fait comme si tout ça était la même chose. Et j'ai la chance de n'avoir jamais vécu la moindre discrimination dans ma vie. Et donc, je ne sais pas ce que c'est que de vivre une discrimination, mais je pense que peut-être quand on subit une discrimination, la blessure est évidemment immense et elle est relativement similaire, quelle que soit la cause pour laquelle on la subit, que ce soit parce qu'on est une personne handicapée, parce qu'on est une personne LGBT, etc. Par contre, les causes de ces différentes discriminations sont, elles, extrêmement différentes. Et ce qui fait qu'une personne discrimine parce qu'elle a une pensée raciste, ou qu'une personne discrimine parce qu'elle a une pensée sexiste, ou qu'une personne discrimine parce qu'elle serait contre les handicapés ou qu'elle les dévaloriserait, n'a pas du tout la même historicité, la même histoire sociopolitique. Et penser qu'on va déconstruire les discriminations sans s'intéresser aux racines de ces mots-là et au fait que ces racines sont différentes, je pense qu'on se trompe. Et donc, c'est très important toujours de revenir
à ses racines profondément, et c'est ce que fait l'AFMD. Parce qu'effectivement, et d'ailleurs ça a été dit ce soir, il y a souvent des confusions entre racisme et discrimination, et on a tendance à mélanger ces termes, alors que c'est évidemment deux choses différentes, et les discriminations sont un des produits du racisme. Mais encore une fois, l'origine, c'est le racisme. Et donc si, en tant qu'acteur public, on veut lutter contre les discriminations, il faut aussi s'attaquer au racisme, c'est-à-dire à la racine. Et c'est à la fois en s'attaquant en amont à la racine et en aval aux discriminations que vous allez avoir peut-être une politique publique efficace. Donc la DILCRA, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Elle a été créée en 2012. Au départ, ça ne concernait que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Puis en 2014, elle a été rattachée directement au Premier ministre. Donc aujourd'hui, nous sommes un service du Premier ministre, ce qui est important, parce que ça veut dire qu'on fait de l'interministériel et que donc on dialogue, on discute, on travaille avec l'ensemble des grandes administrations et on n'est pas rattaché à un ministère en particulier, on est vraiment directement rattaché au Premier ministre, quel qu'il soit. Et en 2016, ont été ajoutées les compétences en matière de lutte contre la haine anti-LGBT sous l'impulsion européenne, hein, ça a été dit. C'est effectivement souvent l'impulsion européenne qui a fait bouger la France sur ces sujets-là. Et depuis janvier 2023, c'est pour ça qu'on a été embauché avec Camille, eh bien, on a adjoint ce pôle sur la question des discriminations, parce que même ça peut être très très étrange pour quelqu'un qui serait profane, eh bien, les outils de politique publique que vous mettez en place pour lutter contre le racisme, par exemple, ne sont pas exactement les mêmes que ceux que vous allez utiliser pour lutter contre les discriminations. Donc c'est bien deux choses différentes. À la DILCRA, ce qu'on essaie de faire, c'est de lutter encore une fois contre les deux, le racisme originellement et puis les discriminations. Sur la question du racisme, évidemment que la première action, elle est éducative. Adjamantou l'a rappelé, évidemment que la pensée raciste, elle procède d'un certain nombre de préjugés et de stéréotypes, et que pour les déconstruire, il faut évidemment revenir à la racine. Donc on fonctionne par des plans d'action. Tous les 3 ans, on a un plan d'action qui concerne l'ensemble des administrations. Donc, on travaille avec l'éducation, l'intérieur, la justice, le travail, la santé, etc., etc. Et donc là, on en a un pour 2023 qui contient 80 mesures. Et parmi ces mesures, il y a par exemple le fait que, de manière obligatoire, chaque élève français doit avoir dans sa scolarité l'avis d'un lieu de mémoire. Donc ça peut être mémoire de l'esclavage, mémoire de la Shoah, mémoire sur la question aussi des crimes contre les personnes LGBT, etc. etc. C'est un exemple de ce qu'on peut faire au niveau éducatif. Mais c'est l'idée que très tôt, on doit montrer ces réalités historiques qui ne sont pas suffisamment montrées pour déconstruire ces préjugés. Et l'idée, c'est d'avoir un continuum tout le long de la scolarité. Et chaque ministère est en train d'intégrer à toutes les filières du supérieur, j'ai bien dit toutes les filières du supérieur, des modules d'enseignement sur la question, la thématique du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations, de la haine anti-LGBT, pour que chaque, encore une fois, étudiant du supérieur en France ait au moins dans ses études écouter encore cette parole sur ces thématiques-là. Et c'est aussi des modules qui seront intégrés au service civique ou au SNU. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'avoir ce continuum. Par ailleurs, nous, ce qu'on fait à DILCRA, c'est qu'on forme les agents publics. Donc, on se déplace fréquemment pour former notamment les policiers, les gendarmes et les magistrats sur nos thématiques, et aussi les professeurs. Mais ce plan, là encore, ce qu'il dit, c'est que 100% des agents de l'État doivent recevoir une formation à ces thématiques. Et donc, d'ici à 2026, 100% des agents publics auront au moins reçu une formation sur ces thématiques. Alors, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas en 2 heures de temps passé devant 300 gardiens de la paix qu'on change radicalement les choses, mais déjà, c'est un début sur la sensibilisation. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement, encore une fois, les scolaires, c'est aussi les agents d'État qui se doivent, parce qu'ils représentent dans leur action et dans leur travail la République, être absolument exemplaires sur ces thématiques-là. Donc, on a vraiment ces actions sur l'amont. Et aussi, ce qu'on fait, évidemment, c'est qu'on va financer beaucoup à la DILCRA les acteurs associatifs. Donc, on finance aussi bien des très grosses structures que vous connaissez, comme SOS Racisme, par exemple, ou le Mémorial de la Shoah, mais aussi comme plein de petites associations sur le territoire, au niveau local et national. On les finance aussi parce que c'est elles qui, au quotidien, au niveau local, eh bien, sont des relais et agissent et accompagnent aussi les victimes. Parce qu'il y a un gros problème, on le sait, en France, sur la question de l'accompagnement des victimes et des sanctions. Je vous ai dit 1,2 million de personnes qui subissent ces faits chaque année et il y a 13 000 dépôts de plainte. Donc, vous voyez, et 13 000 dépôts de plainte. Donc, après, ça ne veut pas dire sanction à la fin. Donc, vous voyez, il y a un vrai enjeu ici. Et donc, là encore, on travaille avec le ministère de l'Intérieur et de la Justice pour essayer d'améliorer ce chiffre. Par exemple, en ayant aussi bien dans la police que dans la gendarmerie qu'au niveau des parquets, des référents qui sont spécifiquement formés sur ces thématiques-là et qui vont donc là encore essayer
d'accompagner les victimes et encore une fois de dupliquer un peu ce qui a pu être fait ces dernières années sur la question des violences sexuelles et sexistes. Et sur beaucoup d'aspects, on s'aperçoit que les outils qui ont été mis en œuvre et qui méritent d'être évidemment encore déployés, et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de travail encore sur ces thématiques-là, quand même, ça a avancé et on pourrait très bien dupliquer des outils sur nos thématiques. Par exemple, maintenant, quasiment chaque grand ministère en France a une cellule interne ou externalisée de signalement. Et au départ, ces plateformes de signalement ont été conçues pour les VSS, les violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, ces plateformes de signalement sont étendues à d'autres types d'actes, par exemple le fait d'avoir subi une parole raciste ou un acte discriminatoire. Donc vous voyez ce type, encore une fois, l'idée c'est encore une fois de voir comment est-ce qu'on peut déployer ces différents outils au sein de l'ensemble des ministères. Et après il y a le volet discrimination, et là ce sur quoi on travaille beaucoup à la DILCRA, c'est la question du testing. Vous avez 3 manières, pour faire simple, de mesurer des discriminations. Soit vous faites une enquête de victimation. Et beaucoup de gens font des enquêtes de victimation. Et donc là, vous interrogez les gens sur leur ressenti. C'est fondamental et il faut évidemment faire des enquêtes. Le problème de l'enquête, c'est qu'il y a toujours des gens qui vous diront « ce n'est qu'un ressenti ». Le racisme n'existe pas, c'est une lubie. Et donc, peu importe ce que les gens disent, c'est faux. Alors qu'on sait très bien qu'il y a une extrêmement forte corrélation entre le ressenti des individus et les faits. Donc, 1, enquête. 2, vous avez les statistiques. Et donc, par exemple, c'est beaucoup utilisé en matière d'égalité femmes-hommes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il y a encore une forte inégalité salariale entre les femmes et les hommes aujourd'hui en France. Le problème, on l'a dit, c'est que c'est plus complexe en France, puisque de fait, d'un point de vue principiel, il n'y a pas d'autorisation à faire des statistiques ethniques en France, même si, comme on l'a dit, en fait, il y a une marge de manœuvre immense dans la capacité à mesurer. Et la CNIL ou le Défenseur des droits ont sorti des choses très très simples d'accès, qui vous rappellent, 1, le cadre légal, mais 2, qui vous donnent même des questionnaires de questions à donner à vos salariés ou à vos collaborateurs. Et donc, vous êtes certain d'être dans le cadre légal et encore une fois, de mesurer. Donc, on peut mesurer. Simplement, il y a une très grande frilosité en France sur ces thématiques et puis on pense que rien n'est possible. Alors qu'en fait, beaucoup de choses sont possibles dans la mesure. Et juste petit élément par rapport à ça, sur la question des statistiques ethniques ou la question de l'universalisme au niveau conceptuel, je pense que un des défauts, c'est qu'on a toujours une vision très, là encore, polémique de ces sujets-là. Si je prends 2 pays que je compare, les États-Unis et la France, vous voyez bien qu'au niveau politique, il y a 2 modèles radicalement différents. Aussi bien sur la question de l'universalisme que sur la question des statistiques ethniques. Et pour autant, je ne crois pas du tout qu'il y ait moins de racisme aux États-Unis ou que la violence raciale aux États-Unis soit moins importante qu'en France. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, s'il suffisait demain de dire on utilise cet outil et le racisme va disparaître, ça se saurait. Et aujourd'hui, dans la recherche en tout cas, il n'y a pas de corrélation entre le fait d'utiliser ce type d'outils ou d'avoir d'autres conceptions qu'elles sont françaises et le fait d'avoir plus ou moins de racisme. Donc je ne dis pas du tout que ce n'est pas utile et je ne dis pas du tout que le débat doit être posé pour savoir ce qui doit être utilisé comme outil. Simplement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe et qu'encore une fois, c'est d'abord des outils. Et donc d'abord, on peut aussi avoir une vision très pragmatique de ces outils, de comment est-ce qu'on les met en œuvre et est-ce qu'ils apportent quelque chose à la lutte antiraciste. Donc nous, ce qu'on veut, c'est on veut développer le testing. C'est la 3e méthode pour mesurer une discrimination. Parce que l'avantage du testing, c'est que ça objective. Et ça coûte cher de faire du testing. Aujourd'hui, que ce soit entreprises ou les régions, les départements, elles n'ont pas l'argent pour faire du testing. L'État, lui, en a un petit peu pour ça et donc cherche à développer le testing. Donc je pense que vous savez après ce que c'est le testing, mais je vais quand même le rappeler. C'est l'idée, par exemple, le testing à l'emploi, c'est que je vais avoir des milliers de faux CV avec des compétences qui sont précisément les mêmes au niveau des compétences et des expériences. Simplement, je vais modifier une variable qui est la variable discriminante. Par exemple, le patronyme. Et je vais répondre à des milliers d'offres réelles. Il n'y a jamais de candidature spontanée, sinon on considère que ça fausse le testing. Et là, je vois si une entreprise écarte a priori certains types de profils. Ça a été fait en 2016 par l'État, en 2018, 2019 et 2020. Donc fréquemment, l'État fait cela. Et pour vous donner un exemple, qui pour moi est le modèle type de ce qu'on doit faire en France et de ce qui doit être développé, en 2016, l'État a testé 40 grandes entreprises françaises. Et sur ces 40 grandes entreprises françaises, 13 avaient des pratiques qui étaient réellement fortement discriminantes. Le ministère du Travail a convoqué ces 40 grandes directions d'entreprise, leur a présenté les résultats des tests, même s'il n'y avait pas de discrimination. Et pour celles qui discriminaient, eh bien, elles ont été contraintes par l'État de mettre en place un plan d'action, qui lui aussi a été encore une fois évalué par l'État,
pour essayer, encore une fois, demain, de limiter cela. Alors, on est un peu triste à la DILCRA, puisqu'il y avait un projet de loi qui devait passer en seconde lecture à l'Assemblée juste avant la dissolution, qui prévoyait de confier à la DILCRA la capacité, et il y avait le budget pour cela, de faire des testings à grande échelle, justement pour aller tester les entreprises. Et si, en l'occurrence, eh bien, on révélait des pratiques discriminantes, on aurait pu contacter ces directions, les contraindre à mettre en place un plan d'action RH, et au bout d'un certain délai, si le plan d'action avait été mis en œuvre, il n'y aurait aucune sanction et personne ne saurait que cette entreprise en question avait discriminé. Mais si, à l'inverse, il y avait mauvaise foi, absence de réponse ou un plan d'action qui n'était pas considéré comme suffisamment important, eh bien, il y avait une double sanction prévue par la loi. Premièrement, le name and shame, le fait que vous publiez dans la presse les résultats pour sanctionner par le biais du consommateur l'entreprise discriminante, et la sanction financière, puisque vous n'avez pas respecté la loi. Ça, on espère que cette loi va revenir à l'Assemblée bientôt, mais en tout cas, il y a cette idée de développer le testing, et aussi, on pense à concevoir un baromètre des discriminations qui, chaque année, viendrait tester des entreprises, là, pas pour communiquer avec elles et les sanctionner, mais plutôt pour juste révéler, encore une fois, l'ampleur des discriminations à l'embauche. Et ça, on peut le faire aussi bien sur le champ du logement, sur le champ de l'accès au crédit bancaire, par exemple, ou l'accès à la santé. Donc, on pourrait multiplier ça. Le problème, c'est le problème du testing, c'est que ça s'arrête à l'entrée de l'entreprise. Et effectivement, ça ne vous dit pas ensuite ce qui se passe en termes de parcours de vie dans l'entreprise. Mais en tout cas, c'est un travail qu'on mène. L'autre travail qu'on mène, c'est le lien avec les entreprises privées, parce qu'on sait que beaucoup font, et donc il faut aussi les accompagner et voir ce qu'elles font. Et l'idée qu'on veut développer, pour être pas que dans la sanction, mais encore une fois, l'accompagnement, parce qu'en 2016, quand on a fait le testing au ministère du Travail, ils se sont aperçus que beaucoup d'entreprises étaient très surprises de leurs résultats discriminants. Et donc, il est probable, il est possible qu'il y ait beaucoup d'entreprises où il n'y ait pas d'indication discriminatoire directe, mais qu'en fait, il y ait une forme d'autocensure ou de préjugés. Donc, moi, en fait, c'est plutôt bien de discriminer, donc je vais le faire. L'autre jour, on voyait Adecco, par exemple, donc grosse boîte d'intérim, et Adecco fait de l'autotesting. Donc, Adecco va appeler ses propres collaborateurs en faisant croire qu'ils ont des besoins en termes d'embauche, et ils vont émettre une demande discriminante pour voir comment réagissent leurs propres collaborateurs. Et si le collaborateur dit OK pour la discrimination, eh bien, il est convoqué. Et là, l'idée, c'est pas encore une fois tout de suite être dans la sanction, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a discriminé alors que ce n'est pas les consignes fixées par Adecco, et ensuite de le former. Donc, vous voyez, cet auto-testing se développe aussi dans les entreprises, et c'est une très bonne chose. Et donc, ce qu'on développe comme convention, on a signé une convention avec la FNAIM et SOS Racisme. La FNAIM, c'est le plus gros réseau d'agences immobilières en France. Et bien, que dit cette convention? Que SOS Racisme peut aller n'importe quand tester à l'aveugle des agences du réseau de la FNAIM, et que si une agence particulière sur le territoire a été prise en train de discriminer, eh bien ensuite SOS Racisme ira former les collaborateurs de cette agence en particulier. Et que si des fois, plusieurs mois après, il y a des nouveaux tests qui révèlent encore des discriminations, alors il y aura sanction. Ça, ce type de convention tripartite entre nous, un acteur du privé et SOS Racisme, on pourrait le faire sur le BTP, sur l'intérim, sur des dizaines de secteurs. Et donc l'idée, encore une fois, c'est pas d'être dans la pure sanction, c'est de comprendre que la formation, elle fonctionne, et donc le testing est une arme assez forte pour cela. Et puis aussi, il y a la démarche de labellisation. Il y a le label diversité de l'AFNOR. Donc là aussi, on essaie de faire en sorte que les grandes administrations eh bien, prennent ce label. Donc nous, évidemment, on est labellisé, mais voilà, plus les entreprises seront labellisées, mieux ce sera. Donc nous, on n'est pas dans l'accompagnement individuel. Parfois, on a des appels, des gens qui nous disent « moi, j'ai été discriminé », qui nous racontent leur histoire, mais nous, on n'a pas les moyens de les accompagner. On est 15 à la DILCRA. Donc ceux qui peuvent les accompagner, c'est le défenseur des droits, beaucoup plus. Donc nous, on est vraiment dans la conception des politiques publiques, dans le financement des acteurs locaux, dans la formation des agents publics, et puis on représente la France dans les instances européennes et internationales sur ces thématiques-là aussi. Donc voilà, mais en tout cas, l'État cherche vraiment à déployer aussi ces politiques et à les systématiser. Et malheureusement, ça reste encore très tabou, et donc on le ressent. Mais l'idée, ce serait encore une fois de dupliquer, et c'était un peu l'idée de l'index, qui a été abandonné pour l'instant, de dupliquer ce qui a été mis en place sur la question du sexisme et l'égalité femmes-hommes, sur la question des discriminations. Je voulais juste revenir aussi sur les TPE, PME, parce que c'est un vrai problème. Par exemple, je prends le testing à l'embauche. Si j'ai une petite entreprise qui fait 2 offres réelles d'emploi par an, mon testing ne va rien faire, parce que ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir démontrer qu'il y a eu discrimination. Et donc, souvent, c'est sur les grosses boîtes, parce que les grosses boîtes, elles embauchent beaucoup, et donc là, j'ai moyen de le faire. Donc, en effet, il y a beaucoup de dispositifs où on a encore du mal à voir comment ça va un peu ruisseler. Alors après, il suffit d'avoir fait un peu de management pour voir à quel point
les petites entreprises ont tendance à dupliquer ce que font les grandes, et donc progressivement, il y a une forme d'isomorphisme qui se fait et que les gens se copient entre eux. Mais c'est vrai qu'il y a tout un débat sur comment atteindre, et puis c'est vrai qu'il y a des problèmes de questions financières aussi, ça coûte un peu d'argent forcément. Donc il y a un débat par rapport à ça. Sur la laïcité, je reviens un peu comme ça sur les différents sujets. Oui, bien sûr, je suis très long, je suis navré. Donc sur la laïcité, je rappellerai simplement que la laïcité, encore une fois, c'est toujours le rapport à l'État et au service public. Et donc effectivement, il n'y a pas d'obligation dans l'entreprise d'avoir cette neutralité. Et donc c'est chaque entreprise qui fait ça. Mais vous avez raison, on le remarque, c'est certaines entreprises qui le font, et souvent sur des tâches qui ne sont pas des tâches de top management, alors que ces femmes-là, évidemment, pourraient accéder à des profils différents. D'ailleurs, puisque Adjamantou a cité beaucoup de références, je tiens à en citer aussi. Je vais montrer que j'en cite. Peut-être certains ont lu, et j'imagine que tu l'as lu aussi, c'est La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Et donc c'est le récit de témoignages de personnes françaises, musulmanes, et qui décrivent justement ces discriminations, et souvent justement ils sont surdiplômés, mais lassés par cette répétition inlassable de discrimination quotidienne, de racisme quotidien, ont décidé de quitter la France. Et donc on le sait effectivement que ces questions-là, évidemment que le point d'entrée, c'est une question morale. La République, c'est l'égalité. Voilà. Point. Tout est dit. Donc c'est insupportable. Tout fait de racisme est insupportable par principe. Mais derrière, il y a aussi une question économique. Et France Stratégie a déjà évalué ça. Et en gros, c'est 500 milliards d'euros que la France perd quand on cumule l'ensemble des discriminations. Donc il y a aussi une question économique très forte. Et donc on perd beaucoup, beaucoup de talent dans cela. Mais, et je m'arrêterai, promis, là-dessus. Ma conviction aussi, c'est que malheureusement, les questions de discrimination ne sont pas que des questions, encore une fois, d'aval, mais aussi d'inégalité structurelle. Et donc, c'est aussi par les politiques éducatives, les politiques de la ville, les politiques d'emploi, que vous allez aussi dénouer les inégalités de traitement et les discriminations. Je vous donne un exemple. J'ai été professeur pendant 7 ans en Seine-Saint-Denis. J'avais face à moi 98% d'étudiantes qui étaient noirs, maghrébins et très largement musulmans. Moi, quand j'entre dans ma classe, le premier jour, ce qu'ils voient face à eux, c'est un type blanc et plutôt bourgeois. Et c'est comme ça que c'est structuré. Là, pour le coup, c'est systémique, c'est structuré comme ça. Évidemment que moi, en tant que prof, je ne peux rien pouvoir leur transmettre si je ne déconstruis pas cette relation, cette vision qu'ils vont avoir de moi vis-à-vis d'eux. Donc, je dois déconstruire cela. Mais le problème, donc évidemment que je le déconstruis pour créer ce lien de confiance et donc pour qu'eux ne s'enferment pas dans l'idée qu'ils seraient par principe marginalisés, parce que je crois que ce n'est pas le cas. Et à l'inverse, que eux n'aient pas de fausses idées de ce que je peux représenter. Parce que, comme on l'a dit, la représentation marche dans les deux aspects. Malgré tout, tant que de manière, encore une fois, systémique, il y a cet enjeu-là, on sera toujours assez impuissant. Et donc, je crois que seul un vrai mélange ethnique, social, culturel dans la société et dans l'entreprise pourra réellement permettre d'affranchir beaucoup de ces sujets-là. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est pas nous, c'est d'autres politiques publiques. Et donc voilà, l'État y travaille aussi, mais c'est d'autres choses, notamment sur le champ éducatif. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien, pour ces mots de conclusion. On est vraiment ravis d'avoir pu aussi penser cet événement avec vous et voilà ce que tu as pu apporter. Et finalement, on va retenir ce message de fin qui est qu'il y a des choses qui ne dépendent pas, par exemple, de la DILCRA, comme ça ne dépend pas de la FMD. Et donc, sans aller dans quelque chose de tout rose, c'est évidemment en faisant les choses ensemble qu'on va réussir à déconstruire un petit peu ces obstacles petit à petit. Un immense merci à vous qui êtes venus nous voir chez Pernod Ricard. Merci aux personnes qui sont en ligne, à qui on souhaite une bonne soirée. Pour les personnes qui sont avec nous en présentiel, on vous convie à un petit cocktail pour continuer les échanges.